Hello, Salut, bonsoir, bonsoir. Ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. La connexion a l'air bonne, tout va bien. Ok, super. Moi aussi, ma connexion est bonne normalement. Bah ouais, top. Euh, Très bien. je vais sortir la liste des personnes qui se sont inscrites, comme ça je peux Ça marche. vérifier si on est toutes là. Bonsoir Pascal. Audrey est là. Et voilà, on est déjà 17, hein, donc on va commencer dans 2 petites minutes. Juste peut-être le temps pour moi de vous rappeler ce magnifique ouvrage dont on va parler ce soir, qui s'appelle donc Child Free, je ne veux pas d'enfants, qui est un essai. Très court, très facile à lire. Ça prend maximum 1 heure et demie quand on se concentre bien, mais c'est 1 heure et demie de lecture pour des heures et des jours et des semaines de questionnement et de réflexion sur soi. Euh, donc c'est de l'auto-édition. Non, c'est une maison d'édition, mais que je ne recommande pas vraiment. Donc, moi-même, je l'autocritique. Donc, tu peux dire que c'est de l'auto-édition si tu veux. Ok, donc c'est de l'édition à la One Again. Et donc, Voilà. vous ne trouverez pas Child Free dans les librairies habituelles. Par contre, vous le trouverez sur Amazon et sur Internet en commande. Par contre, le prochain livre, qui s'appellera Sans honte, Ouais. sera distribué par la maison d'édition Kiwi, Ouais, si j'ai bien retenu. Voilà. exactement. Et il sera Et donc, normalement dans plusieurs librairies à Bruxelles, notamment celle au Parvis de Saint-Gilles, Les Yeux Gourmands et Toulitou, bien sûr. Meilleure librairie de Bruxelles. meilleure librairie de Bruxelles, tout à fait. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Du coup, bonsoir à toutes celles, parce que là, je pense qu'il n'y a que des femmes. Oui, je ne vois que des femmes. Donc, bonsoir à toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, bienvenue au CAFEM. Le CAFEM, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cocon, c'est une plateforme culturelle où on se retrouve une fois par mois pour échanger, discuter et découvrir le féminisme dans l'art et dans la culture. Idéalement belge, c'est encore mieux. Et donc voilà, on est là pour s'éduquer, se faire plaisir, s'écouter, partager et prendre du plaisir, surtout tout ensemble et tous ensemble. Aujourd'hui, on reçoit donc Bettina, qui est là, Bettina Zourli, qui est l'autrice de Child Free, je ne veux pas d'enfants, et du Sans honte, qui sortira prochainement. Ce sont 2 essais. Le premier parle de l'injonction à la maternité et le second parle des tabous qui existent en fait autour des femmes, des règles et en fait du corps féminin en général. Voilà. Alors, dans une configuration normale, c'est-à-dire si on avait été en présentiel, etc., on vous aurait prévenu bien à l'avance que Bettina allait venir. On vous aurait dit, mais achetez son bouquin et retenez une phrase et venez, on en discute tous ensemble. Mais là, comme les circonstances sont compliquées, on fait ça sur Zoom. Et en fait, donc, plusieurs personnes parmi nous, donc parmi les membres du GT du CAFEM, ont lu ce bouquin. Et on a retenu quelques passages. Et donc voilà, on va commencer très doucement en posant quelques questions générales à Bettina. Mais après, le jeu et ce qui rendra l'activité un petit peu plus interactive, c'est que vous posiez en fait toutes vos questions. Pas nécessairement à Bettina, mais en fait à tout le monde. Le but, c'est qu'on échange et qu'on se pose des questions mutuellement sur les doutes qu'on peut avoir par rapport à la maternité ou le dégoût ou bien l'attraction ou enfin, voilà, qu'on discute autour de ça. Sachez que dans l'Assemblée, il y a quelques child free bien assumés. Et elles l'ont revendiqué en s'inscrivant au CAFEM, donc je pense que ce sera hyper chouette d'avoir leur insight aussi. Et donc voilà, alors je vais vérifier une dernière fois mes mails, voir s'il n'y a pas des gens qui ont des soucis à se connecter. Alors, vous êtes en voiture, madame, c'est peut-être le problème. Oui, attendez, peut-être d'être chez vous. Hop, voilà. Alors, donc Bettina, merci d'être là, bienvenue. Merci Euh, beaucoup. je voulais commencer par te poser une question par rapport à en fait la division du bouquin. Donc
si tu pouvais expliquer d'abord pourquoi il est divisé en deux parties, qu'est-ce qu'elles contiennent et pourquoi c'était important pour toi en fait de séparer dans ces thématiques-là, en ayant bien en tête qu'il y a des gens ici qui n'ont pas lu le bouquin, du coup, Ouais, bien sûr. d'expliquer tout ça. Oui, tout à fait. Ben, en fait, alors, la construction du livre est très simple dans le sens où donc, il est paru en mai 2019. Je le précise parce que ça a son importance. Il a déjà 2 ans et demi dans son écriture. Du coup, j'ai bien évolué sur la question féministe depuis. J'ai beaucoup grandi là-dessus. Mais en gros, c'est un essai très simple qui est une réponse, en gros, à toutes les personnes qui ne comprennent pas les personnes qui ne veulent pas d'enfants, en gros. Et en fait, je l'ai construit dans une vision, un but, enfin vraiment un désir d'accessibilité. Donc c'est vraiment, j'écris un peu comme je parle. Y a pas, enfin c'est vraiment pas un écrit théorique. Le but c'est vraiment juste, c'était vraiment d'avoir une base publiée pour parler en fait de cet ultime tabou parce que ça fait plusieurs décennies qu'on peut choisir quand est-ce qu'on veut avoir un enfant, mais si on veut en avoir un, c'est une question qui a un petit peu été laissée de côté finalement. Donc en gros, il y a effectivement toute une partie où je vais parler en fait des raisons pour lesquelles on peut refuser la parentalité. Et donc en fait, je parle de mon expérience personnelle, donc du fait que c'est d'abord un désir et une décision en fait qui n'est pas spécialement politisée puisque mon choix de ne pas être mère, je l'ai politisé plus tard en fait. Et je mélange mon témoignage à 16 autres personnes qui vont amener des nuances justement et d'autres raisons pour lesquelles elles ne veulent pas être parents. Donc il y a des décisions qui sont liées aux finances, qui sont liées au féminisme, à la tocophobie qui est la peur d'être enceinte ou d'accoucher. Et il y a toute une deuxième partie en fait où j'ai vraiment recensé toutes les phrases les plus communes que l'on entend. Combien de vélos t'as fait aujourd'hui? Ah. Oula, quand vous entrez dans la conversation, coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai isolé le bruit. Et du coup, je disais, la deuxième partie est vraiment liée en fait à toutes les phrases en fait qu'on entend régulièrement quand on est une personne qui ne veut pas d'enfant, à savoir le fait que ce serait égoïste, le fait que si tout le monde pense comme ça, l'humanité disparaîtrait, le fait que c'est forcément lié à un traumatisme antérieur, et j'en passe. Enfin voilà, je parle un petit peu de tout ça. Donc c'est vraiment voilà, une sorte de petit guide, en fait, quand on se penche sur la question et vraiment une introduction très accessible à cette thématique. Sophia, nous entends-tu? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si, vous m'entendez, pardon, sorry. Parce que j'ai bugué. Alors, merci beaucoup pour d'avoir éclairci tout ça. J'aimerais lire un des témoignages que tu as relaté dans le bouquin, qui est à la page 30, à l'introduction du chapitre sur l'écologie. Et j'aimerais que tu nous racontes cette histoire un peu plus en détail parce que c'est assez interpellant. Donc, Sarah sort du travail un peu plus tôt que d'habitude ce jour-là et décide donc de rentrer à pied au vu des derniers rayons de soleil de la journée. Elle flâne dans les rues, profite de ces derniers instants de chaleur avant l'hiver. Elle croise par hasard son amie d'enfance, Marine, sortant du supermarché. Elles ne se sont pas vues depuis des siècles. Très vite, comme le nez au milieu du visage, Sarah remarque une double poussette devant son ancienne amie. Marine annonce avoir accouché de jumeaux l'an dernier, fière comme un coq. Sarah, qui ne souhaite pas d'enfant, dit alors sur le ton de la plaisanterie « Ce n'est pas grâce à toi que la planète se portera mieux, dis donc, mais félicitations ». Avant de rire de bon cœur, Marine, elle, ne le prend pas si bien, rétorque qu'elle, au moins, a un but dans la vie et ne mourra pas seule avant de tourner les talons rapidement sans dire au revoir. Je pense qu'en fait, c'est marrant. C'est un bon choix parce que ça mélange pas mal de réflexions en fait, assez communes sur le fait de ne pas vouloir, enfin, sur les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Donc ouais, en fait, c'est un témoignage qui m'a été conté par une personne qui suit mon compte Instagram parce que je reçois beaucoup de témoignages sur cette page qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfants », hein, pour pas faire original. Et du coup, ouais, voilà, c'est vrai que c'est marrant en fait. Bon, alors, je pense que la personne qui a sorti cette première phrase en disant c'est pas grâce à toi que la planète s'en portera mieux, c'est un petit peu, voilà, c'est quand même très pas très sympathique quand c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans. Donc forcément, je pense que les relations ne partaient pas d'un très bon pied. Mais c'est vrai que voilà, souvent
la réponse qui veut qu'on finirait forcément nos vieux jours seuls parce qu'on ne veut pas d'enfants revient hyper souvent. Et moi, c'est une question que je déconstruis régulièrement dans plusieurs articles et publications sur les réseaux sociaux parce que, en fait, je pense que c'est très enfermant. Enfin, je ne sais pas ce que les gens en pensent ici, mais comme si... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans mon enfance avec mes propres parents et les parents de mes amis quand j'étais plus petite. C'est que souvent, quand il y a l'arrivée d'un enfant, le cocon familial se resserre complètement sur cet enfant. Et il y a beaucoup moins de relations sociales avec des amis ou d'autres personnes de la famille, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez présent. Et bon, je le comprends, hein, ce n'est pas une critique du tout. Je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, quand les personnes ont des enfants, elles s'imaginent que leur vie gravite autour de ce cocon familial qui est très restreint. Alors que quand on n'a pas d'enfant, sauf si on n'a pas envie d'avoir des relations sociales, ce qui est tout à fait OK. Si on n'est pas quelqu'un de sociable, on a tout à fait le droit. Mais souvent, moi, j'ai une vie sociale qui est très riche et j'imagine vieillir dans une colocation de personnes âgées avec tous mes potes qui ne voudront pas d'enfants. Donc, je pense pas du tout que je vais mourir seule. Et c'est vraiment marrant, ouais, comme réflexion, en fait. Ça m'a toujours fait beaucoup rire. J'ai jamais trop compris, en fait, pourquoi on nous disait ça. Est-ce que par hasard, ici, quelqu'un qui n'a pas d'enfant peut et a pu observer autour de soi ce que Bettina explique, donc que en fait, c'est les familles qui se recroquevillent sur elles-mêmes quand l'enfant arrive et on voit beaucoup moins les gens autour et en fait, on est plus seul, entre guillemets, en ayant des enfants qu'en n'en ayant pas, ou même pourrait témoigner d'exactement l'inverse. Oui, Est-ce que aussi, quelqu'un ouais. ici, est-ce que quelqu'un Un ici dogme, pourrait hein. c'est ça. Donc, exactement l'inverse ou plutôt exactement ça. Est-ce que quelqu'un aurait une anecdote de vie à nous raconter là-dessus? Et d'ailleurs, le temps que quelqu'un, du coup, veut en parler, c'est que ça me fait penser au fait qu'on hiérarchise vachement les relations, en fait. Comme si les relations amicales étaient moins importantes que les relations familiales. Et dans la famille elle-même, les relations parents-enfants sont soi-disant les plus importantes, alors que tu peux être très, très proche et très fusionnel d'autres personnes de ta famille. Et voilà, je voulais ajouter ça aussi. Je pense que c'est intéressant de voir comme si en fait on pouvait laisser tomber des amitiés vieilles de dizaines d'années quand il y a un enfant qui arrive dans un couple. C'est assez marrant, je trouve. Alors, je vois que Elisabeth a activé son micro. Est-ce que c'est pour intervenir? Non, j'ai Ah pas. mince. Non, j'ai rien fait. Ok, désolée. Alors, momentanément, je ne vois plus vos têtes. Donc, si quelqu'un agite la main pour me dire moi je veux parler, je ne vois plus. Ça marchera pas. Candice aimerait bien prendre la parole. Ah, Candice, voilà. Merci Léa. Merci d'être mes yeux. Plaisir. Oui, bonsoir. Moi, j'ai de la chance. Mes amis proches qui ont eu des enfants ne m'ont jamais mis la pression et tout ça. Et en même temps, j'ai toujours été très respectueuse du fait que j'acceptais le fait que quand une de mes amies m'annonçait qu'elle était enceinte de son premier enfant, que je risquais de plus l'avoir beaucoup durant les 12-18 premiers mois de la vie de l'enfant, parce que c'est un gros bouleversement. C'est une nouvelle vie et voilà, donc je prenais de nouvelles régulièrement et quand elle sortait un petit peu la tête hors de l'eau, elle revenait vers moi et elle me disait justement que ça leur faisait du bien de me voir moi qui n'ai pas d'enfant parce qu'elle disait qu'il y en a plusieurs qui m'ont partagé le fait que quand elles deviennent parents, eh bien c'est comme si toute leur identité était réduite à celle de parents. Et en gros, les parents, quand ils sont avec d'autres parents, ils parlent des enfants. Et en gros, moi, me voir, ça leur faisait plaisir parce que je leur faisais des vacances, en fait. Et elles avaient envie, je posais parfois un petit peu des questions sur leur progéniture pour voir comment ça allait. Et plusieurs fois, c'est arrivé, elles disaient, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Parce que c'est bon, quoi. J'en parle tout le temps. Je vis avec un enfant. J'ai envie de parler d'autre chose. Donc, moi, c'est plutôt ce genre d'expérience-là, avec des amis proches, hein, des gens plus éloignés, pas, mais avec les meilleurs amis, les plus proches, les plus anciennes. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé à chaque fois, en fait. Ok, donc les mamans et les papas, en fait, aussi, peuvent avoir la sensation qu'ils tournent toujours tout le temps autour des enfants et ça leur fait du bien de retrouver leur vie et leurs amis d'avant. C'est marrant, ça. Moi, j'ai entendu la même chose plusieurs fois déjà. Ouais, tout à fait, hein.
de dire, en fait, ça fait du bien. J'ai très peu de couples d'amis qui ont des enfants dans mon entourage, mais ouais, le peu qu'il y en a à chaque fois, c'est trop bien, on parle d'autre chose, du coup. Et même, en fait, comme le disait Candy, je pense qu'en plus, on peut avoir aussi un autre regard sur la parentalité, parce qu'on a un recul qui est complètement différent, et que comme on ne veut pas d'enfants, on a souvent été sommé de se justifier, ou en tout cas de réfléchir la question, parfois plus que quand on a un désir d'enfant, parce que ce n'est pas du tout questionné aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant en plus, hein. C'est vraiment des échanges quand c'est bienveillant et quand c'est voilà, dans le respect, comme le disait Candy, c'est hyper chouette, je trouve. Youps. Je reprends le bouquin parce que j'ai mis en évidence une phrase qui correspond totalement à ce que tu viens de dire. Donc, tu nous dis qu'on remet plus en doute le fait de ne pas avoir d'enfants que le fait d'avoir des enfants. Et à ce propos, dans ton livre, tu cites quelques citations bien énervantes qu'on entend à peu près entre la vingtaine et la quarantaine quand on ne veut pas d'enfants. Je cite, « Tu es trop jeune, tu ne sais pas encore ce que tu veux dans la vie, tes hormones ne sont pas encore réveillées, mais ça va venir. » Est-ce que c'est vraiment une question hormonale, Bettina? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, j'ai l'impression, et je n'aurais pas la prétention de donner une réponse fiable sur le sujet, parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même maintenant la notion d'instinct maternel, elle est énormément remise en question, et c'est pas plus mal. Je pense que la première qui en a beaucoup parlé, dans en tout cas les personnalités féministes, c'est Simone de Beauvoir, et plus récemment, il y a Françoise Héritier qui a beaucoup écrit là-dessus, notamment dans un livre qui s'appelle Féminin masculin, il me semble, avec un autre sous-titre, mais je ne sais plus le nom, je vais retrouver. Et voilà, c'est vrai qu'on se rend de plus en plus compte que finalement, l'instinct maternel, ce serait surtout une construction socioculturelle plutôt qu'une horloge biologique qui se réveillerait à divers âges selon les personnes, mais en tout cas qui serait forcément présente chez toutes les personnes qui ont un utérus. Clairement, je pense qu'on en revient petit à petit, ouais. À ce propos, du coup, est-ce que Claudine Drion, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton choix d'être child-free et de ce que tu as pu répondre au fur et à mesure des années à ces phrases? Tu es trop jeune, tu ne sais pas encore ce que tu veux dans la vie, tes hormones ne sont pas encore réveillées, mais ça va venir. Bonjour tout le monde. Il y a eu ma belle-mère qui croyait que j'étais infertile ou que mon mari l'était, qui a fait qui voulait m'envoyer, je ne sais pas, faire des pèlerinages et tout ça. Donc ça, c'était un peu drôle. Sinon, dans mon entourage, je n'ai pas eu trop de problèmes, sauf une fois. J'étais dans un train avec 3 messieurs. Je suis d'un naturel un peu sympa souvent, et donc je papote avec eux. Ces messieurs me demandent combien j'ai d'enfants et tout ça, et je dis je n'en ai pas, je n'en voulais pas. Et donc ils en ont conclu tout de suite que j'étais une prostituée, et ils m'ont donné leur carte pour que je les rejoigne à l'hôtel. Non. Ah bon, l'anecdote est incroyable quand même. Hein. C'est affreux. C'est absolument affreux. J'en suis sortie vivante. Ça a été très poli finalement. Hein. Je n'ai pas été harcelée au-delà de cette pression morale. Bah oui, très très poli. Ça va là. Wow. Sinon, oui, c'est des petites choses insidieuses, hein, où on vous fait sentir quand même que vous n'êtes pas tout à fait une femme si vous n'avez pas d'enfant. Mais je suis une demi-child-free puisque en me mariant, j'en ai quand même eu à mi-temps. et j'en suis très contente. Mais moi, je n'en voulais pas. Ouais, d'accord. Mais en même temps, je pense qu'il y a une nuance à faire entre le fait de... Enfin voilà, déjà, c'est pas parce qu'on est child-free qu'on n'aime pas les enfants. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'on peut élever des enfants qui ne sont pas les nôtres et les aimer. C'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'on les déteste, enfin qu'on déteste vraiment tous les enfants et qu'on ne veut pas s'en approcher. Alors pareil, on a le droit de les détester, hein, mais... Enfin, les détester. On a le droit de ne pas avoir d'appétence vers les enfants, je veux dire. De là, les détester, non, voilà. Mais oui, c'est intéressant déjà de considérer que la transmission, la fécondité même, ça peut prendre des milliers de manières, de formes différentes en fait. Ça peut être effectivement via des familles recomposées, mais ça peut être aussi la fécondité qui soit juste d'une autre source en fait que la parentalité, quoi. Donc c'est intéressant. En parlant de fécondité, Bettina, je rebondis par rapport à ça avec une phrase qui est assez
violente, en fait, quand on l'entend, c'est que les femmes qui choisissent des child-free, on leur dit « Tu ne penses pas à toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ». Qu'est-ce qu'on leur répond aux gens qui nous disent ça? Et en plus, je l'ai entendu encore la semaine dernière. Enfin, je l'ai entendu, je l'ai lu plutôt. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Que, en fait, ce serait un peu une double peine. Je pense que si moi, je m'infligeais le fait de faire des enfants parce que, imaginons, j'ai une amie stérile. En plus, c'est le cas, j'ai une amie qui est stérile et moi, je ne veux pas d'enfant. Alors, elle est malheureuse parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et moi, si je fais un enfant, je serai malheureuse et potentiellement mon enfant le serait encore plus. Parce qu'il serait élevé par quelqu'un qui n'en a pas du tout envie. Donc, je pense qu'il le ressentirait. J'avoue qu'à part ça, je ne vois pas très bien, en fait... je vois pas... Enfin, ce qui m'interpelle, c'est le fait de se dire qu'on devrait faire don de soi, don de son utérus, malgré toutes ces envies personnelles qui sont du coup liées à un non-désir d'enfant, pour correspondre à des normes sociétales, quoi. Même si on martèle depuis des années, moi, ça fait presque 15 ans que je dis que je veux pas d'enfant quand même. Et maintenant, ça fait 2 ans que je le dis vraiment publiquement, des milliers de personnes qui lisent ce que j'ai à dire sur les réseaux sociaux, même si c'est pas toujours intéressant, mais en tout cas, je parle beaucoup. Et c'est fou, quoi. Donc, à part ça, je vois pas trop, quoi. Et il y a Pascal qui a Oui, il y a Pascal qui lève la main. Pascal, on t'écoute. J'active mon micro. Oui. J'ai lu avec vraiment beaucoup d'intérêt le livre, pardon. Et en fait, j'aurais voulu savoir... quand je le lisais, je regardais, je pensais tout le temps à mes enfants en disant comment est-ce que je fais, est-ce que je dis ces phrases-là, ils sont tellement stéréotypés qu'on en rigole, mais comment éviter de tomber dans tous ces stéréotypes? Et je ne sais pas quel âge tu as, et je me dis, tiens, voilà, moi je pense tout le temps à ça en disant, j'ai pas du tout envie d'envoyer un message d'obligation de maternité ou de paternité à mes enfants. Et je me dis, ben voilà, j'aimerais que tu me donnes des pistes pour être la plus sympa et plus en concordance avec les choix que font mes enfants. Ah, je vois. C'est une super chouette question qu'on m'a jamais posée. Je trouve ça trop chouette, c'est hyper intéressant. Mais ouais, c'est vrai que moi, je peux parler d'expérience parce que c'est vrai que je vais avoir 30 ans cette année et mes parents m'ont jamais en fait posé la question, en fait, tout simplement. Donc après, je pense que ça peut être, c'est vraiment que mon avis personnel, hein. Ça peut être juste par curiosité bienveillante de dire si un jour plutôt que quand tu auras des enfants, parce qu'en fait, je pense que c'est tellement ancré dans le discours de dire à ses enfants « Ah, mais toi, quand tu auras un fils ou quand tu auras une fille, on le dit comme ça sans réfléchir. » Alors qu'on pourrait juste passer peut-être au « Si un jour tu as envie de faire des enfants », parce qu'en plus, ça permet de poser la question, de se dire « Ah, mais si, ça veut dire que c'est pas obligatoire, ça veut dire que peut-être il y a plein de chemins de vie possibles. » Donc, je le verrais peut-être comme ça. Et en fait, moi, je me dis, quand tu poses la question, je me dis, c'est qu'on a tellement tout à déconstruire dans la société. Et moi, je le relie vachement au fait que, par exemple, dès le plus jeune âge, on dit aux enfants, on va dire à une petite fille, alors, tu as un amoureux, du coup, on projette vachement nos enfants dans les relations hétéronormées et avec un chemin de vie tout tracé de « Ah, et quand tu auras tel métier, et après, quand tu auras 2 enfants, etc. » Ouais, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais à mon avis, c'est vraiment de se dire à chaque fois qu'on a envie de parler du sujet, par quel angle on l'aborde, en fait. Et juste de l'aborder dans le sens où en se disant que c'est pas une obligation et que tout le monde n'a pas cette envie et que malheureusement, si on parle en disant quand tu auras des enfants, quand tu seras mère, surtout aux jeunes filles et aux femmes, parce que malheureusement, c'est toujours à nous qu'on pose la question en premier, voilà, se dire est-ce qu'on ne tournerait pas la phrase d'une autre manière pour qu'elle soit pas vue comme une injonction, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on permettra à tout le monde de s'ouvrir les champs des possibles et de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de chemin tout tracé et qu'il n'y a pas de normes parce que on est 8 milliards d'êtres humains, je ne vois pas pourquoi on aurait tous les mêmes envies, ça me paraît un peu inconcevable. Mais ouais, c'est une bonne question, j'avoue. Je ne sais pas s'il y a d'autres idées de réponse pour cette question. Vous pouvez, je ne sais pas si vous savez lever la petite main sur Zoom si vous voulez prendre la parole, c'est peut-être plus facile pour voir qui souhaite parler. Pratique ça, hein. C'est bien cette petite main, c'est bien fait. C'est pratique, hein. Et donc voilà, si personne n'a de réponse à ça, moi j'ai une question pour les femmes qui sont plutôt jeunes dans l'Assemblée.
et notamment, alors je vois, elle aime bien parler, où est-elle? Anna. Anna, est-ce que toi, de ton point de vue, donc tu es plutôt jeune, hein, on a 23, 24, tu es féministe, tu es engagée dans un cercle féministe. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà été confrontée à la question du désir d'enfant et est-ce que tu as déjà réussi ou pas réussi à y répondre du coup? Salut à tout le monde. En fait, juste, je vais allumer du coup ma caméra. Oui, je suis arrivée en fait il y a 5 minutes parce que j'avais un petit souci avant, mais voilà. J'ai écouté la question et en fait, moi pour l'instant, enfin j'ai 23 ans du coup et j'ai pas vraiment envie d'avoir des enfants pour le moment et je me vois même pas vraiment avoir des enfants, donc c'est pour ça que je voulais être ici et écouter un peu ce que vous avez à dire. Mais je sais pas, moi je pense juste que si un jour je change d'idée, ce serait plutôt pour justement faire plaisir à un possible partenaire de vie, quoi. C'est pas, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense maintenant. Après, peut-être qu'un jour je vais changer d'idée et que je voudrais des enfants, mais pour l'instant, je, je vois juste avoir des enfants. euh, c'est un peu bizarre à dire, mais comme un peu un empêchement. Mais voilà, donc je sais plus trop. Bettina, est-ce que tu peux réagir à cette phrase pour faire plaisir à un partenaire? Ouais. Ben, oui, c'est vrai que… Mais déjà, je voulais juste dire que je pense qu'il n'y a pas besoin de statuer aussi tout de suite. C'est-à-dire que je trouve que très tôt, on nous demande beaucoup de choisir comme si telle ou telle décision était immuable. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on n'a pas fait une contraception définitive, on peut toujours changer d'avis. Hein. Donc, je pense que c'est OK de se dire à 23, 24 ans, même à 30, à 35 ans, bah, je ne sais pas, et que ça arrive plus tard. Enfin, moi, je ne suis pas contre la parentalité. Hein. Je préfère toujours le préciser parce que voilà, il y a des personnes qui sont beaucoup plus radicales que moi, qui sont qui sont antinatalistes, ce genre de choses. Moi, pas spécialement. Mais ouais, le fait de se dire qu'on ferait un enfant pour faire plaisir à une autre personne, je pense que c'est un bon indicateur pour ne pas faire d'enfant, justement. Alors, voilà, après, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord, mais pour moi, je pense que c'est pas une bonne raison, en tout cas, de faire des enfants, parce qu'il y a plein de bonnes raisons de faire des enfants. Il y a plein de mauvaises raisons d'en faire aussi. Enfin, il y a les bébés pansements dans les couples où ils pensent que ça va du coup sceller le couple et faire en sorte qu'ils ne se séparent pas. Il y a le bébé convention sociale. Enfin, voilà, il y a juste parce que c'est comme ça que ça marche et quand on se met en couple, on fait des enfants. Enfin, donc, oui, c'est assez interpellant comme manière de voir les choses. Mais bon, après, voilà, peut-être que finalement, l'envie d'enfant naît avec un instant précis, avec une certaine relation avec une certaine personne et que l'envie d'enfant n'aurait pas émergé si elle n'avait pas été avec cette personne. Enfin, je pense que il y a tellement de parcours de vie différents, en fait, que je pense que vraiment, pour moi, le point central de tout ça, c'est juste de ne pas se normer, en fait. Et moi, mon but, c'est vraiment de se dire, je ne veux pas créer de nouvelles injonctions qui soient de dire, si tu dis que tu ne veux pas d'enfant, eh ben, tu ne pourras jamais en avoir de ta vie, tu n'as pas le droit, tu vois. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de child free, encore une fois, qui sont très radicaux là-dessus, en disant tu peux pas te dire child free si en fait tu vas changer d'avis un jour, mais la vie elle est faite de tellement de choses différentes. Moi personnellement je sais que j'aurai jamais d'enfant parce que même si un jour cette envie vient dans 5, 10 ans, en fait j'ai tellement mené une réflexion et c'est tellement rationalisé que je ne serai jamais mère de ma vie, ça je le sais quoi. Je pourrais pas, je refuse en fait et c'est devenu un choix politique. Mais avant c'était une décision personnelle en fait quoi. Donc voilà. Alors je vois Pauline qui lève la main. On te laisse la parole. Ouais, bonjour. Non, je voulais juste partager ce que j'entends régulièrement dans mon boulot. Je travaille, j'accompagne des femmes à avorter. Et donc, dans les entretiens avant les IVG, ce qui revient très souvent, c'est cette culpabilité de, effectivement, pourquoi est-ce que j'avorte alors qu'il y a des femmes qui ont du mal à avoir des enfants et qui le désirent. Première chose. Et deuxième chose, c'est de dire aussi cette culpabilité de… je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, hein, ce truc de se dire de culpabilisation en se disant que… Ah oui, voilà, ça me revient. Voilà. Vas-y. Qu'elles se sentent
elle dit souvent « je me sens tellement égoïste ». Ah ouais. Et alors moi, j'essaie vraiment de déconstruire ça et de leur dire « mais non, vous êtes le contraire d'égoïste parce que vous savez ce que ça engendre le fait d'avoir un enfant et que vous ne vous sentez pas prête à ça et c'est le contraire d'égoïste ». Moi, je leur dis « vous êtes au contraire super altruiste en fait ». Et donc, c'est fou que le premier sentiment qu'elles ont, c'est l'égoïsme du fait de faire ce choix, alors que moi, je trouve que c'est tout à fait l'opposé. Quand on fait le choix de dire, OK, consciemment, on se dit, bah, je n'ai pas la possibilité pour le moment et j'en ai pas envie, je n'ai pas la possibilité, bah, c'est un choix, justement, au contraire, quoi. C'est clair. Ouais, c'est fou, c'est hyper intéressant que tu dis ça et que ce soit effectivement les premiers sentiments qui viennent, la culpabilité et l'égoïsme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions et dans les arguments, en tout cas, contre les personnes qui ne veulent pas d'enfants et du coup, contre les personnes qui voudraient avorter, comme quoi ce serait égoïste, alors que justement, je pense que le fait de mener une réflexion sur le fait que ce soit pas le bon moment ou qu'on sache, qu'on soit sûr à l'intérieur, enfin vraiment au plus profond de soi qu'on n'est pas fait pour être mère. Enfin, moi, je sais très bien que je suis pas faite pour être mère, quoi. Et clairement, j'aurais aucun problème à dire que peu importe l'âge, si je tombe enceinte, j'avorterai. Il y a aucun tabou là-dessus, aucune honte à avoir, quoi. Et mais c'est vraiment fou. Alors que comme tu le dis, je pense aussi que c'est très responsable et très altruiste de se dire bon bah je ne me sens pas prête, je n'ai pas envie, je ne veux pas imposer du coup à un nouvel être de venir sur Terre si je sais très bien que je ne pourrais pas l'élever correctement, que j'en ai pas envie et que je ne serais pas du coup faite pour lui apporter des conditions, on va dire, optimales de vie, quoi. Mais c'est vrai que ça revient souvent. Moi, on me dit hyper souvent que je suis hyper égoïste, alors que pour moi, enfin voilà, encore une fois, sans dénigrement aucun, le fait de faire un enfant, c'est le choix égoïste par excellence. On fait un enfant par envie personnelle et c'est OK. Enfin, je veux dire, moi, en fait, je dirais pas que c'est le mot égoïste. Je pense que le mot est pas bien choisi dans le sens où c'est une envie personnelle, en fait. Il y a une envie, évidemment, après, qui est pas liée juste à son envie à soi, dans le sens où on a une envie de transmettre des valeurs, on a une envie de faire grandir un autre être humain, etc. Et c'est un geste très beau, mais c'est quand même pour assouvir une envie viscérale, selon moi, quand même, à la base, quoi. Donc, voilà. Après, égoïste, c'est une connotation très négative, donc je pense qu'il y aurait un autre mot à trouver. Mais en tout cas, on fait un enfant pour soi à la base. Et en plus, souvent, on projette beaucoup de choses sur ses enfants en oubliant qu'ils ne sont pas notre propriété et que bah, en fait, ça va devenir des adultes indépendants et que le but, c'est pas de les façonner un peu à notre manière, quoi. Et là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis en tout cas. On peut passer... Pauline, est-ce que tu lèves encore la main ou est-ce que tu as juste oublié de baisser ta main? Je pense qu'elle a juste oublié. Ok. Je sais pas comment on fait pour enlever en fait. Ah, bah, tu dois juste rappuyer sur le petit bouton. Hop là. Voilà. Ok, merci. Du coup, Bettina, on peut passer peut-être au sujet un petit peu plus touchy, aux raisons un petit peu plus touchy et tabou qui mènent les personnes à ne pas vouloir avoir d'enfant. À savoir, dans ton bouquin, le chapitre qui s'appelle « L'enfant naît, le couple meurt » et « Mon corps ». Quelles sont ces deux raisons dont on n'ose jamais parler quand on ne désire pas avoir d'enfant? Oui, tout à fait. Alors, le premier chapitre dont tu parles, l'enfant né, le couple meurt, est plutôt lié, je pense que c'est assez limpide, sur le fait que le nombre de divorces est exponentiel et ne fait qu'augmenter. Et de toute façon, même au-delà du mariage, que le fait que souvent, en fait, ils me disent « Ah, j'aurais dû chercher le chiffre. Je vais essayer de le chercher là, juste après. » Sur le fait que la plupart des couples qui se séparent le font dans les 2 premières années après la naissance du premier enfant, en fait. Et je trouve que c'est hyper parlant, quoi. Que dans et voilà, encore une fois, en fait, le titre ne retranscrit pas toute ma pensée, donc c'est intéressant que je l'explique. C'est que pour moi, faire un enfant c'est pas mal en soi, dans le sens où c'est pas ça qui va faire se briser un couple, mais je pense sincèrement qu'il y a un manque de préparation énorme dans notre société à la parentalité. C'est-à-dire qu'on a tellement pensé que c'était inné, surtout pour les femmes, parce qu'on avait soi-disant cette propension à savoir élever des enfants et à s'en occuper dès qu'ils sortaient de notre ventre, qu'il y a vraiment un gros manque de préparation sur tout ce que ça implique dans la vie de tous les jours. Et moi, je serais vraiment en faveur de cours de préparation à la parentalité, juste pour que les gens se rendent compte en fait, de tout ce que ça implique pour
mieux préparer leur couple, leur vie quotidienne, mais aussi juste qu'on puisse mieux gérer, par exemple, la dépression postpartum, etc. Enfin, qui est quelque chose qui a été encore hyper tabou et qu'on découvre, on a l'impression qu'on le découvre maintenant alors que ça existe depuis la nuit des temps. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus pour que la parentalité soit de plus en plus choisie, parce qu'il y a encore plein de gens qui font des enfants. Encore une fois, j'ai évoqué les mauvaises raisons tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'enfant, le bébé pansement, qui, je pense, du coup, exacerbe les crises dans le couple et peut clairement engendrer des séparations. Et juste, en fait, faire en sorte que le couple, ce soit vraiment une équipe à l'arrivée d'un enfant et que ça exacerbe pas les inégalités liées à la charge mentale, etc., qui, elles aussi, font en sorte que un couple se sépare quand un enfant arrive, quoi. Donc, c'est vraiment tout ça que je voulais mettre, que j'ai mis dans ce chapitre-là. Après, voilà, c'est pas forcément l'arrivée de l'enfant qui va mettre fin au couple, mais je pense que ça peut mettre le feu aux poudres si ça n'a pas été réfléchi et s'il n'y a pas eu les bonnes conversations au sein du couple avant l'arrivée de l'enfant, quoi. Donc, c'était plutôt ça que je voulais dire. Et le deuxième... Par rapport à ça, Bettina, quand on avait eu cette conversation en préparant l'échange d'aujourd'hui, tu m'avais dit, mais en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on ne sait pas sur son partenaire avant d'élever un enfant. Ouais, c'est clair. Ben oui, c'est ça. Mais parce que vraiment, en fait, je pense que y a vraiment... Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que quand on parle de parentalité, on parle toujours d'enfants. Et en fait, je pense que même si voilà, tout le monde le sait, évidemment, mais on met pas assez l'accent sur le fait qu'on élève des futurs adultes, en fait, quoi. Et qu'il y a vraiment tout ce parcours, que la parentalité, c'est pas juste les 9 mois de grossesse et les premiers mois de « Oh, génial, on est des nouveaux parents ». Il doit certainement y avoir une liesse et une euphorie incroyable, j'imagine, et un bonheur incroyable, évidemment. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un gros manque de projection sur le long terme quant à la parentalité, quoi. Et du coup, moi, je dis toujours que, en tout cas aux futurs parents et aux personnes de mon entourage qui veulent des enfants, je leur dis, c'est pas un enfant que vous allez avoir, c'est un futur adulte indépendant. Donc, juste, c'est bien de se projeter sur 20, 30 ans, quoi. Je pense que c'est pas mal, ça aiderait pas mal à se rendre compte, en fait, de tout ce que ça implique. Et effectivement, au niveau de la communication et de la découverte de son ou sa partenaire, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui arrivent seulement avec la parentalité. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, on ne la prépare pas, quoi. Enfin, je pense que vraiment, il y a des cours de préparation à l'accouchement, ok, très bien. Mais après, le bébé est mis dans les bras de sa mère et on considère que, oui, les femmes, c'est inné pour elles de faire ça. Non, pas du tout. Et je pense qu'il y a vraiment un parcours parentalité qui serait super chouette à mettre en place, quoi. Mais je ne sais pas comment. Par rapport à ça, il y a quelqu'un qui voudrait réagir. Donc, par rapport au lien entre le couple et l'arrivée d'un enfant. Pareil, levez la petite main si vous savez comment faire. Ah, Candice. Je vais essayer de ne pas parler trop souvent non plus. Non, mais vas-y. Toutes les interventions sont les bienvenues. En fait, je vais encore parler de mes amis parce que j'ai la chance d'être entourée de personnes qui parlent très librement des choses, y compris des parents. Je pense que quelque chose qui est en train de faire bouger les lignes pour le moment, c'est la notion de regret parental et de regret maternel qui avait été initié avec le petit livre humoristique qui n'était pas tant que ça, No Kid, il y a une dizaine d'années, et qui a été relancé suite à la publication par cette autrice israélienne d'une étude sur justement le regret maternel, qui a fait grand bruit, un petit peu scandale aussi. Tu parles du livre de Iliana Wiesel? Non, Orna Donat. Voilà, c'est ça. Ah oui, ok. Et je pense que le fait, parce que je pense qu'encore plus tabou que le non-désir d'enfant, il y a le regret d'en avoir eu. Et le fait que ce verrou-là commence tout doucement, je ne vais pas dire à sauter, mais en tout cas à se fissurer. On a évoqué tout à l'heure le fait de faire des enfants pour faire plaisir au conjoint. Moi, je connais personnellement 2 femmes qui ont fait un enfant exactement pour cette raison-là, qui à la base n'en voulaient pas trop, mais le conjoint en voulait et tout ça. Et donc, en gros, elles ont cédé. Et en fait, maintenant, elles avouent du bout des lèvres qu'elles regrettent de ne pas s'être écoutées davantage
Et c'est toujours le même discours, c'est j'aime profondément mes enfants, mais je n'aime pas être mère. Et c'est vrai que il y en a notamment une qui m'a toujours qui me disait n'en fais pas. Franchement, n'en fais pas. Je veux dire, c'est pas cool, quoi. Et en même temps, je mesure ma chance parce que j'évolue certainement dans un environnement où ce genre de discours est possible, mais ce n'est pas le cas de tous les environnements, ce n'est pas le cas de tous les milieux. Et voilà, et je pense vraiment que cette notion de regretter d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est très réel, qui, à mon avis, est beaucoup plus fréquent que ce qu'on s'imagine et qui peut-être va permettre d'ouvrir un petit peu les perspectives par rapport au fait de ne pas en vouloir dès le départ. C'est mon sentiment. Hein. Je ne sais pas si c'est basé sur quelque chose, mais voilà. Bah, merci pour ton expression et ton sentiment, Candice. Pauline, est-ce que tu veux rebondir sur ça? Il faut activer ton micro. Oui, en fait, c'est plutôt une question à toutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le discours un petit peu féministe essentialiste parfois? Je ne sais pas si vous avez cette sensation, mais parfois je sens un peu ce truc que refuser d'avoir un enfant, c'est comme refuser un truc de la féminité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des femmes entre vous qui ont été confrontées à ce type de discours-là et voilà. Bah, je pense que c'est assez fréquent hein, d'entendre. Enfin, moi, en tout cas, j'ai déjà entendu plusieurs fois que je ne serai jamais une vraie femme, du coup. Hein, donc, ouais, complètement. Clairement, oui. Je suis d'accord. Attendez, parce que là, je fais un truc de dingue. Je vais mettre un sondage pour que vous puissiez répondre sans parler. C'est vrai? Wow, on peut faire ça maintenant, mais c'est incroyable, la technologie. Mais Alors, du coup, je rebondis pendant que tu fais le sondage. Waouh, génial. C'est incroyable. Waouh, voilà. Mais ma question, c'est aussi par rapport à des féministes, justement, qui se disent féministes, essentialistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà eu face à vous, quoi, par rapport à ça? Ah, ça vote. Hein. Je vois que ça fonctionne bien. Donc, les gens sont là, mais n'osent pas forcément parler. OK, super. Alors, pour le moment, on a une majorité qui dit oui. Du coup, on a été confronté au discours du refus de sa féminité. Moi, je vote oui aussi. Ça, c'est la phrase typique hein, qu'on nous dit, mais tu n'es pas totalement une femme si tu n'as pas porté la vie en toi. Quelle horreur! C'est fou. Hein. Quelle phrase affreuse! Et surtout, en fait, je suis en train d'écrire un article, mais je pourrais en lire quelques lignes après, sur le fait que mon choix de ne pas vouloir d'enfant est un acte politique. Et je fais un parallèle avec le fait que les femmes qui sont lesbiennes sont clairement parmi les plus stigmatisées dans la communauté queer, parce que justement, il y a ce truc en fait, que les personnes les voient. Bon, alors maintenant, évidemment, on commence un peu à avancer. Peut-être qu'un jour, elles auront le droit légalement d'avoir des enfants, tu vois. Mais pour l'instant, les politiques sont quand même très frileuses là-dessus et c'est un montre flagrant cet encensement de l'hétérosexualité à visée reproductive, en fait, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Et voilà, du coup, je voulais le placer parce que je trouve que c'est vraiment hyper parlant, ce truc, quid les femmes lesbiennes, en fait, c'est vraiment en mode, genre, tu refuses complètement de te soumettre, en fait, soi-disant, à ce qui fait de toi une vraie femme, quoi. Et c'est encore un discours qu'elles subissent à fond, quoi. Donc, Pascal, est-ce que tu veux prendre la parole? Je voulais rebondir sur les éléments qui avaient été donnés par rapport au divorce et la construction. Je pense que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'on travaille dans notre manière la déconstruction de la maternité. Il y a encore beaucoup à faire, dans le sens où mais c'est aussi la déconstruction de la paternité, parce que dans la projection que les femmes font de qu'est-ce que c'est être un père, et donc vont chercher, entraîne qu'elles continuent à maintenir cette image binaire de la maternité. Et ça, je trouve que c'est vraiment très toxique. Et dans les divorces, la plupart du temps, la chose la plus difficile, c'est faire le deuil que ce n'est pas le bon père on n'a pas choisi le bon père pour ses enfants, c'est trompé. Donc voilà, il peut être le mauvais amant, le mauvais mari, mais quand même, toucher à l'image de la paternité, c'est quand même quelque chose de très difficile. Et donc,
Ça, c'était par rapport à l'intervention sur le divorce. Et aussi, combien de fois, quand j'ai travaillé dans une vie antérieure à la Belgique, j'ai travaillé dans des plannings familiaux et là, beaucoup de femmes faisaient des enfants pour maintenir son couple. Des femmes comme des hommes. Les hommes avaient une envie d'avoir une femme à la maison en maternité constante. Parce que ça les rassurait, c'était un peu pour moi le mythe de la Vierge Marie, et ça ne les empêchait pas d'aller voir ailleurs et d'aller chercher d'autres relations, parce qu'évidemment, faire l'amour avec une Vierge ou une Marie, ou une mère, c'était très compliqué dans leur tête. Hein. Ils aimaient l'idée de sa maternité, mais ils n'avaient pas tellement envie. Ils trouvaient qu'elle était moche à la fin, hein. Donc quand même, ils allaient voir ailleurs. Donc j'aimerais bien que tu développes un petit peu la notion par rapport au corps, parce que c'est quelque chose qui me semble aussi important. Et donc, cette société, on évolue vers une séparation de la conjugalité, la parentalité et la sexualité, mais c'est compliqué, moi je trouve. Il n'y a pas encore des bonnes formules. Donc je dirais place aux inventions des jeunes, parce que franchement, ma génération de 60 ans n'a pas réussi en tous les cas de ce côté-là. C'est fou, hein, cette manière de réduire en fait la femme à un organe, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis en train de me renseigner justement auprès de médecins pour une stérilisation éventuelle, mais je sais que ce sera un parcours du combattant. Hein. Je pense que maintenant, il y a un tissu de contact en Belgique, en France, en Suisse, qui fait que ça devient de plus en plus facile. Je mets des gros guillemets quand même, de se faire stériliser si on ne veut pas d'enfant, mais ça reste quand même quelque chose de très compliqué parce que les médecins eux-mêmes disent qu'ils nous enlèvent en fait notre féminité, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Donc, Si je peux juste donner, du coup, j'enlève ma casquette d'animatrice du CAFEM, je mets ma casquette de meuf. J'ai posé la question à ma gynéco quand j'avais 20 ans, je pense, en lui demandant, oui, voilà, est-ce que c'est possible de se faire stériliser? Je sais que je ne veux pas d'enfant, en tout cas pas de moi. Si je dois en avoir, ce sera une adoption, etc. Et elle m'a dit, éthiquement, je ne peux pas faire ça. Wow. Et elle a utilisé le mot éthiquement. Elle m'a dit, éthiquement, je ne peux pas faire ça. Et elle m'a dit, et sache bien que je ne te renverrai vers aucun autre gynécologue qui voudra bien le faire, parce que pour moi, ce n'est pas éthique d'empêcher une femme d'avoir des enfants. Voilà. Wow. C'était en Belgique, du coup, j'imagine. C'était en Belgique, tout à fait. C'était à Wavre. Parce qu'en Belgique, il y a un espèce de vide un peu juridique sur ce sujet. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas de loi qui interdit, ni qui autorise d'ailleurs la stérilisation. D'où le fait qu'il y a des médecins qui le font et d'autres qui ne le font pas. Il me semble que c'est ça. Hein. Je pense que ça n'a toujours pas été statué, quoi. Donc, il y a très peu de médecins qui le font, quoi, finalement. Et en France, tu vois, moi, j'ai l'exemple français, finalement, mais parce que je suis française à la base et j'ai beaucoup de personnes françaises qui me suivent. C'est que en France, c'est depuis la loi de juin 2001 que tu peux te faire stériliser. C'est toute personne majeure qui respecte le délai de 4 mois de réflexion obligatoire. Sauf que dans les faits, il y a plein de médecins qui disent comme ce que ton gynéco t'a dit, quoi. C'est fou, quoi. Ce qui m'avait choqué, c'est que c'était une femme, en fait. Hein, donc, elle m'avait dit ça les yeux dans les yeux, quoi. Je disais, oui, ok, bon, ça va. Alors, j'ai peur d'écorcher le prénom, mais Gia, tu lèves la main? Oui, tout à fait. C'est très bien dit. Il y a pas ok, super. Bonsoir à toutes. Donc, en effet, moi, je suis nullipare et nulligeste à 35 ans, donc pas d'enfant et je n'en ai jamais porté. Et je suis aussi dans une réflexion pour la stérilisation. Je n'ai pas encore commencé le délai de réflexion ni contacté un praticien. Donc, en effet, moi, je suis plusieurs groupes sur Facebook. Je suis Bettina aussi sur Instagram. Et en effet, j'ai appris l'année dernière, donc à 34 ans, qu'en effet, il existait une loi en France où on pouvait demander la stérilisation à partir de 18 ans. Donc, ce que je ne savais pas, je pense que je suis quelqu'un d'éclairé, de sociable, donc j'aurais pu avoir l'information, mais c'est une information qui ne circule pas. Hein. Je pense qu'il faut être, très, très honnête là-dessus. C'est quand même et dans les groupes on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se heurtent donc au refus des médecins, à l'infantilisation, vraiment à un discours
surtout pas du tout médicales. C'est ça qui est quand même assez affligeant pour des personnes qui sont parfois dans c'est pas quelque chose pour un confort, parfois aussi c'est pour des raisons médicales. Moi, en ce qui me concerne plus personnellement, j'ai des menstruations hémorragiques. J'ai des règles depuis que j'ai l'âge de 9 ans et en fait, ça me cause des soucis au quotidien, des règles qui durent 15 jours. Donc voilà, je m'en suis accommodée bon gré mal gré, mais bon, ça dure quand même depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, ne serait-ce que savoir que j'ai une possibilité médicale de pouvoir y réfléchir, c'est quand même important, sachant que j'ai été démunie, je me suis même heurtée à l'incompréhension dans ma famille, enfin de ma propre mère, en me disant toutes les femmes ont leurs règles, tu dois pouvoir y arriver, c'est que tu te débrouilles mal, tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc, en effet, il y a un discours, si on veut scinder masculin qui est très important en disant les femmes doivent avoir des enfants, les règles, c'est normal. Mais les femmes aussi, on n'est pas forcément en reste, on est aussi, comme l'exemple tout à l'heure de la femme médecin, on ne se rend pas service nous-mêmes. Que c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger de cette manière-là ensemble sur des sujets comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'aime beaucoup ta phrase, je l'ai notée sur ce que tu dis, que ce qui est choquant, c'est que la réponse des médecins n'est pas médicale. Enfin, que c'est vraiment un jugement de valeur, en fait, quoi. Et à titre d'anecdote, il y a un médecin. Alors, en Belgique, il n'y a aucun médecin qui accepte l'hystérectomie. Donc, c'est le fait de retirer l'utérus pour ne plus avoir ses règles, justement. En France, il y a 1 ou 2 médecins qui le font sur tout le territoire français, quoi. Alors même que c'est une opération qui peut se pratiquer pour des raisons médicales, je veux dire, quoi. Enfin, mais voilà, juste pour information. Il n'y a plus de médecins qui font ça parce que, il en reste quand même d'office pour les cancers de la matrice, etc. Oui, voilà. Ouais, je veux dire qu'ils le font quand c'est pas lié à un besoin vital presque, on va dire, de la personne, tu vois, style cancer, effectivement. Ouais, voilà, pardon, je me suis mal exprimée. Mais par exemple, c'est vrai que sinon, quand c'est juste par choix de ne pas vouloir d'enfants et de ne plus avoir d'appareil reproducteur, c'est niette. Quand c'est lié à des grosses douleurs liées aux règles, comme le disait Gia, c'est très difficile en Belgique. Et en France, il y en a 1 ou 2. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors, Bettina, quand il y a... je pense que c'est Pascal qui t'a répondu. Elle a utilisé le mot infantilisation. Ouais. Hop. Infantilisation, qui est donc l'un des titres de chapitre dans le livre. Pom, 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 je vais le retrouver. Donc, voilà, l'infantilisation qu'on nous impose. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus? Et peut-être après, on reviendra à cette question du corps qu'on n'a pas encore creusée. J'allais dire tout à fait. D'ailleurs, j'ai un petit article que j'ai écrit sur la coparentalité et plein de manières d'aborder la famille que je mettrai du coup en lien quand on abordera la question de Pascal. Mais sur l'infantilisation, en fait, moi, ce qui me frappe toujours, c'est que dès notre plus jeune âge, alors personnellement, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, c'est que dès mes 14-15 ans, on m'a demandé de me positionner sur ce que je voulais faire de ma vie d'un point de vue professionnel. Comme si déjà, il fallait choisir un seul métier, que je n'avais pas le droit de me tromper, sinon, mon Dieu, j'allais rater ma vie. Bon, j'ai découvert depuis qu'on avait quand même le droit d'avoir plein de carrières dans sa vie et de changer, voire de refaire des études quand on a 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, pourquoi pas, on s'en fout en fait, même 60. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette pression, par exemple, de se dire, il faut que tu saches. Alors, je ne connais pas les équivalences en Belgique, donc n'en voulez pas sur les mots si je dis baccalauréat. C'est en gros... Ok, voilà, merci. Sur le fait que, à 18 ans, en gros, on te dit, il faut que tu te positionnes, il faut que tu saches que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Mais personne ne sait. Enfin, je veux dire, si, personne ne sait, non, mais on est quand même beaucoup à douter, à se chercher, à faire des études et à s'être trompé, non. Enfin, je veux dire, à se chercher, en fait, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que dès lors que toi, par contre, tu exprimes un choix très clair sur ce que tu as envie de faire de ton corps. Et quand tu as 18 ans, quand tu en as 25, quand tu en as 30, quand tu en as 35, là, il y a une autrice française qui s'appelle Chloé Chaudet qui a sorti un livre « J'ai décidé de ne pas être mère » qui est paru la semaine dernière. Et elle a 36 ans et elle a toujours cette injonction à la parentalité et cette infantilisation, quoi.
de personnes qui lui disent non, mais t'es encore trop jeune, enfin, t'es là-dedans. Il y a un moment, je pense qu'à 35 ans, tu approches la date de péremption de tes ovules, donc à un moment, je pense que tu es quand même en capacité de savoir ce qui est le bon choix pour toi, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas, enfin, c'est dur de l'expliquer en fait dans le sens où il n'y a pas de théorie là-dessus. Enfin, c'est juste que en fait la parentalité et a fortiori la maternité, ça a tellement été perçu comme obligatoire et comme le moyen d'épanouissement et de réalisation des personnes qui ont un utérus qu'en fait le fait qu'on le remette en question maintenant, ça chamboule beaucoup de monde. Et voilà, je pense que l'être humain, quand on lui offre des nouvelles idées, son premier réflexe, c'est de ne pas être d'accord et de les questionner et de se dire « Ah non, non, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait ?» Enfin, je pense que pour des discussions aussi bêtes que l'écriture inclusive, il y a quand même des manifestations limites sur la toile pour la refuser parce que ce serait une nouvelle manière d'écrire. Enfin, il y a vraiment ce truc de juste de pas accepter les nouvelles idées sur la parentalité, sur le fait de disposer de son corps comme on l'entend quand on est une personne qui a un utérus, quoi. Donc, je pense que c'est lié à ça, tout simplement. Et du coup, on peut rebondir sur le corps et la question de Pascal. Alors, sur la question du corps, je ne sais plus si je me rappelle exactement de la question, comment elle a été tournée, en fait, Pascal, désolée, vu qu'on a dit plein de choses entre-temps. Mais en fait, tu parlais aussi de... Enfin, c'était lié, sur le fait de déconstruire un peu les modèles familiaux et de se rendre compte qu'il y avait peut-être... Enfin, juste d'imaginer, en fait, d'autres choses. Enfin, il me semble que c'est ce que tu as dit, en tout cas, c'est la phrase que j'ai retenue. C'est le fait de se dire qu'on peut imaginer plein d'autres choses. Bah ouais, moi, je suis complètement pour. En fait, j'arrête pas de réfléchir à plein d'articles et plein de parutions sur... est-ce qu'on peut pas imaginer le couple autrement? Enfin, je pense que le postulat de base, et c'est quelque chose que moi je rabâche hyper souvent, c'est que le couple, la famille nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une construction sociale. On n'est pas né en vivant en couple comme on le vit aujourd'hui. On n'est pas né en vivant en famille nucléaire, donc papa, maman et idéalement 2 enfants, une fille, un garçon. C'est pas quelque chose d'inné en fait. C'est un modèle qui a plusieurs siècles. Et on va dire le fait de vivre de manière sédentaire, etc., avec cette notion de propriété aussi, de propriété des individus, je veux dire, sous la coupe du patriarche, du chef de famille, etc. Ça remonte, ça fait quoi? Ça fait 5000 ans qu'on vit comme ça. À l'échelle de l'humanité, c'est ridicule, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une bonne piste de réflexion que moi j'amène, parce que je n'ai pas de réponse toute faite, mais c'est plus de se dire, de questionner en fait le modèle tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans lequel on vit, en se disant que comme tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est construit sociétalement, culturellement, que d'un continent à l'autre, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, que les rapports familiaux ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouve que du coup, c'est déjà une bonne manière de prendre du recul en se disant que si on a envie de faire complètement autrement et qu'on ne se reconnaît pas dans ce modèle-là, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est une construction sociale, quoi. Donc, comme toute construction sociale, elle est basée sur des intérêts. Bon, là, pour le cas de la parentalité, enfin de la maternité, on va dire, c'est des intérêts politiques, des intérêts économiques, de renouvellement des populations, des retraites, des enjeux aussi stratégiques sur le fait que plus ta population est importante, plus, je sais pas, ça peut être de la chair à canon quand il y a des temps de guerre, ça peut être juste de la force de main-d'œuvre, etc. Enfin, il y a quand même une logique qui est... Moi, je relie beaucoup mes réflexions féministes à des réflexions anticapitalistes et c'est vrai que plus je réfléchis là-dessus et plus je me rends compte que les deux sont liés et que l'utérus, c'est l'enjeu principal des nations, c'est de faire en sorte qu'on s'en serve, quoi, parce qu'il faut bien que la société continue à être prospère d'un point de vue du nombre. Et c'est vrai que là, ça se pose beaucoup la question en Europe parce que notre taux de fécondité, il fait que ça. Et il y a des politiques natalistes là qui essayent de se mettre en place pour essayer de relancer la machine parce que ça devient c'est un enjeu politique en fait, quoi. Et je trouve que c'est... Du coup, voilà, moi, c'est la manière dont je répondrai à la réflexion de Pascal tout à l'heure, quoi. Et je mets du coup un article que j'avais écrit dans Urbania il y a 1 mois ou 2 qui s'appelle « Vouloir un enfant quand l'autre n'en veut pas ». Et en fait, c'est juste une exploration de nouveaux modèles familiaux. Je parle de la coparentalité, je parle de plein d'autres choses. En fait, c'est juste des pistes de réflexion en se disant on peut imaginer d'autres choses, en fait. Je pense qu'on s'enferme vraiment tout seul dans ce truc du couple et on peut, en fait, on peut vivre de plein de manières différentes, quoi. Merci pour le partage, Bettina. J'ai une question d'ordre people et actualité.
puisque cette semaine, pas moins de 2 super grosses personnalités se sont exprimées sur leur non-désir d'enfant, du coup. Ouais. Ouais, alors d'un côté, il y a Thomas Pesquet, l'astronaute, Oui. voilà, qui a donc Thomas Pesquet, il a 35, je pense, 34, 35. Il part pour une 2e mission sur la Station spatiale internationale et il a déclaré dans Le Parisien, qui est donc un des journaux quand même les plus lus en France, il a déclaré qu'il ne voulait pas d'enfant pour 1001 raisons en fait. Hein. Il se dit qu'il ne veut pas être freiné dans sa carrière, qu'il ne veut pas partir faire des longues missions et laisser ses enfants tout seuls à la maison ou juste avec leur mère. Voilà. Et alors d'un autre côté, il y a, ça je pense que les plus anciennes générations auront du mal à capter, mais donc Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, qui s'appelle dans la vraie vie Marie Lopez, je pense, Ouais. qui est une youtubeuse qui est active sur Internet depuis 10 ans, qui est suivie par des millions, mais des millions de jeunes, entre en gros 15 et 30-35 ans, et qui a fait une vidéo d'1 heure qui est sortie il y a 2 jours où elle explique pourquoi. Alors, elle mélange plein de sujets. Elle veut pas se marier parce qu'elle veut pas prendre le nom de son mari, elle veut garder sa féminité, son indépendance, mais elle ne veut pas d'enfant parce qu'elle a peur de 1000 choses. Elle est... comment tu disais ça dans ton livre, la phobie d'être enceinte? La tocophobie, ouais. Voilà, la tocophobie. Elle explique 1 milliard de choses. Et en fait, j'ai trouvé ça... Bon, le fait que Le Parisien ait donné une tribune à un homme pour parler de son non-désir d'être parent alors que c'est pas lui qui va enfanter, ça m'a un peu agacée, personnellement. Parce que je me dis, ça fait des années qu'il y a des child free qui militent pour ça. On parle quand même d'un mouvement qui a commencé début des années 70. Et là, soudainement, un mec se dit, tiens, je vais en parler. Ah bah ok, on va lui faire une interview fleuve, les plus grosses pages et la une du journal. Alors que quand c'est les meufs, bah... Moi, voilà, je la veux bien, la une du Parisien, j'avoue. Hein, mais voilà, c'est ça. on va pas Donc, me la donner, je pense. donc déjà, d'un côté, il y a ça, on a donné une tribune à un homme, et même si ses raisons sont fantastiques, moi je pense ce qu'il y a à critiquer plutôt, c'est la ligne éditoriale. Et de l'autre côté, il y a cette fille qui est suivie par des millions de personnes et qui ose tenir ce discours. Parce que, on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur les réflexions de toutes les jeunes filles qui suivent actuellement Enjoy Phoenix et qui en fait vont s'ouvrir à la possibilité que, ah bah, en fait, j'ai le droit de ne pas être mère, quoi. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose de démocratiser cette parole? Alors, moi, je pense qu'il faut... c'est toujours bien de prendre du recul et c'est hyper bien que tu en parles et que tu parles de ça, justement, parce que je pense que, alors, à mon avis, toutes les personnes qui sont là ce soir, on gravite beaucoup dans des milieux féministes et dans et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, Sophia, il me semble, dans des environnements féministes qui déconstruisent pas mal de choses, notamment sur le sujet dont on parle ce soir. Et en fait, je pense qu'on se rend compte, et d'ailleurs, Enjoy Phoenix avait fait déjà une vidéo il y a 2 ans dans lequel elle disait « Arrêtez de me demander quand je vais être mère parce que je ne veux pas d'enfant. » En fait, elle en avait parlé. Enfin, c'était juste une petite phrase. Elle a dit « Je ne suis pas sûre, mais je suis quasiment sûre de ne pas vouloir d'enfant. » Et en fait, sous les commentaires, mais c'était des milliers de gens qui lui disaient « Ah, mais pourquoi? Ah, t'es pas une vraie femme. » Enfin, vraiment, elle s'en est pris plein la gueule, quoi, la pauvre. Alors que c'était juste une FAQ, hein, donc c'était vraiment une foire aux questions où elle a juste répondu en 3 secondes alors que la vidéo faisait des minutes et des minutes. Tout à fait. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai que je pense que au contraire, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de retour au naturalisme, c'est-à-dire donc pas le naturalisme peinture, mais artistique, je veux dire, mais version, j'ai plus vraiment en tête la définition exacte, mais qui est vraiment ce retour à la nature, en fait, donc d'un point de vue biologique et très essentialiste, justement, de la fonction des femmes. Et pour moi, alors, j'ai pas la télé, mais je pense vraiment que regarder la télé aujourd'hui, c'est une étude sociologique incroyable. C'est qu'il y a le nombre d'émissions. Alors, en Belgique, encore une fois, depuis que j'habite en Belgique, j'ai jamais eu la télé. Donc, je ne connais pas les programmes belges, mais vraiment, je pense faire un article là-dessus parce que c'est passionnant, je trouve. En tout cas, pour la France, de ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne partie des journées qui sont consacrées à des émissions sur la maternité. Notamment, il y a des émissions qui s'appellent donc Star et Maman ou Influenceuse et Maman. Il y a des heures d'émissions entières dédiées à ces femmes qui vivent d'Internet, donc d'influenceuses, Instagram, etc. Et dont on les suit en fait dans leur journée. Enfin, c'est un peu ce nouveau rêve qui est de vivre d'un boulot fun et de faire des enfants, quoi. Et il y a vraiment ce nouveau Saint Graal et tout. Donc, je pense que
il y a vraiment des choses qui bougent. Et clairement, le fait qu'une personne comme Marie Lopez, qui a des millions de jeunes abonnés, parle de ça, ça va créer des réflexions et c'est hyper intéressant. Et peu importe que les gens décident d'avoir des enfants après ou pas, mais en tout cas, ils auront peut-être eu l'occasion de réfléchir à la question et ça, c'est bien. Mais il y a vraiment un regain, je trouve, vraiment de naturalisme en fait sur la question des enfants et qui est hyper... la manière dont c'est mis en avant dans les émissions, c'est hyper choquant, moi, je trouve. C'est vraiment, je sais pas, c'est comme s'il fallait... Il y a avec quoi à part maman maman célèbre et enceinte, il y a aussi Baby Boom. Enfin, j'ai plus la télé depuis 10 ans, mais du coup, à mon époque, il y avait Baby Boom, où on suivait littéralement un accouchement. Oui, exact, c'est vrai. Non, il y a plein d'émissions. Il y a toujours le mot maman, mais il y a vraiment au moins une dizaine d'émissions en ce moment en France. Donc, c'est sur M6 et sur des chaînes genre TF1, je crois, quelque chose comme ça. Mais je pourrais regarder, faire une liste, mais de toute façon, je ferai un article sur le sujet, c'est sûr. Et dans ces cas-là, je te le partagerai et tu pourras le partager aux personnes intéressées. Tout à fait. Mais oui, alors Claudine, tu lèves la main, vas-y. Oui, merci. Je voudrais un tout petit peu en contrepoint, et je me le permets puisque je suis child-free, dire que dans l'écoféminisme, que nous suivons pas mal au Monde selon les femmes et que nous essayons de vivre et sur lequel nous recueillons pas mal de témoignages, il y a ce qu'on appelle le reclaim. Et ce n'est pas une approche essentialiste pour certains courants dans l'écoféminisme que de dire être mère, c'est aussi une posture, mais ce n'est pas la seule, là on est bien d'accord, une posture de porter soin qui va de pair avec un projet politique d'écologie, de respect du vivant et tout ça. Donc il y a ça aussi et je trouve que c'est très vivifiant. Oui, et d'ailleurs, je pense il y a un livre qui est assez récent, qui est sorti sur l'écoféminisme et que j'aimerais beaucoup lire parce que je pense qu'effectivement, ça doit apporter des nuances qui sont très chouettes. Donc, trop bien. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Du coup, Poupette, tu peux reprendre la parole. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'a fait est vraiment très, très intéressant. On n'avait jamais pu, je crois, vraiment creuser un peu ce thème-là. Je trouve ça super. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le fait que j'ai eu le temps de visionner pas mal de reportages de très, très, très jeunes femmes mères, enceintes, seules ou pas seules. Et au niveau des classes sociales, moi j'avais une question pour Bettina. C'est très, très intello, enfin ce qu'on discute ce soir. Hein. Je pense que dans les classes très populaires, cette parole, ou en tout cas cette réflexion, cette pensée que tu prends la peine de creuser et que je trouve super importante sur notre génération, enfin sur la génération dont vous êtes, moi pas, hein, votre génération, je me pose beaucoup de questions par rapport à ces injonctions qu'elles vivent toujours et c'est la façon de se libérer de parents difficiles, de foyers compliqués, de la pauvreté en étant des jeunes mamans, parfois seules, parfois en couple, mais souvent avec un couple qui pète assez rapidement. Cette question me préoccupe énormément en écoutant ce que tu diffuses. Est-ce que tu as un peu des pistes de voir comment diffuser aussi cette pensée très importante, il me semble, pour les toutes jeunes femmes qui ne sont pas encore dans des mouvements féministes ou qui ne sont pas encore, qui sont plus isolées, voilà. Ouais. Mais oui, alors c'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que justement, j'ai commencé un autre article parce que j'ai envie de creuser la question du fait qu'on m'a déjà dit, moi, que les questions qu'on est en train de débattre, on va dire, ce soir, que ce soit un truc de riche, de bobo, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis déjà posé la question. Et en fait, c'est vrai. Alors justement, je vais ressortir l'article que je suis en train d'écrire parce que là, pour l'instant, je prends toutes les sources. Et effectivement, dans plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, la France et la Belgique, il y a eu pas mal d'études sur le fait que plus les femmes ont un niveau d'études élevé et moins elles font d'enfants. Et c'est particulièrement prégnant apparemment en Allemagne, où il y a plus de 40%, il me semble, mais je vais quand même
voilà, ne prenez pas mes sources pour acquises parce que j'ai pas toujours les chiffres en tête, mais c'est un nombre très élevé qui est, il me semble, de l'ordre de 40% de femmes qui ont un diplôme plus de 3 ans d'études qui ne veulent pas d'enfants et qui n'en auront pas, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'apparemment, pendant plusieurs décennies, ça a complètement été le cas. Et en fait, c'est en train de changer. C'est-à-dire que il y a eu, donc ça c'était une nouvelle étude donc, qui date de 2009, mais je pourrais faire un mail récap peut-être à Sophia pour partager les sources, comme ça peut toujours être intéressant d'avoir un mail avec tout ce qu'on Ah bah oui, a mais fais-moi le récap voir. et puis nous on partagera, que... sur le site et sur la page Facebook, bien entendu. Ouais, voilà. Mais en tout cas, il y avait une étude, donc elle date de 2009, hein, donc elle date un petit peu, aux États-Unis, qui montre qu'en fait, les milieux pauvres et ouvriers décident de rester sans enfants parce qu'en fait, ils ont décelé que malheureusement, ça entravait en fait leur ascension sociale et surtout les femmes ont compris que ça effectivement avait des incidences négatives sur leur ascension sociale, donc d'un point de vue professionnel. Donc ça, je voulais le préciser parce que du coup, c'est des découvertes toutes récentes que j'ai faites et des études récentes que j'ai lues. Après, je pense que ce serait vraiment intéressant. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a clairement une partie, des cours en fait qui pourraient être, enfin pas des cours, mais en tout cas, je pense que la question de la parentalité, elle est jamais abordée à l'école. C'est-à-dire, bon, déjà, je parle même pas d'éducation sexuelle, hein, parce que déjà, la plupart des écoles le mettent pas en place. Alors, en Belgique, je ne sais pas si c'est obligatoire d'ailleurs, mais je sais qu'en France, c'est obligatoire et la moitié des écoles ne le font pas, tu vois. Donc, bon, voilà. En Belgique, ce n'est pas obligatoire? Non. Alors, je vais peut-être m'avancer, mais je pense que dans l'enseignement catholique, ce n'est pas obligatoire. Peut-être que ça l'est dans le public, mais aucune idée. À vérifier, tiens, c'est intéressant de savoir ça. Mais c'est vrai que en fait, ce ne serait pas d'un point de vue moralisateur, parce qu'effectivement, ça peut être très dangereux de se dire il y a des cours dédiés à la parentalité, etc. Et ça peut très vite être politisé et repris par des lobbies, parce que les lobbies ont leur place dans les écoles et ils y vont. Donc, ça peut être très dangereux. Mais je ne sais pas. C'est vrai que c'est une super bonne question pour laquelle je pense que je n'ai pas de réponse. Mais moi, je sais que, par exemple, je donne une conférence plusieurs fois par an qui est l'histoire féministe de la maternité. Et mon but, c'est vraiment, cette conférence, elle n'est pas subjective, c'est vraiment de faire un état des lieux chronologique de comment a été perçue la maternité, comment elle nous a été assignée, comment elle a été érigée en Saint Graal, etc., comment des vagues féministes l'ont refusée, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un état des lieux et je me dis, ça pourrait être un tronçon de cours historique hyper intéressant, en fait, quoi. Mais voilà. C'est vrai que j'avoue que c'est une très bonne question, mais j'ai malheureusement pas du tout de réponse là-dessus et je ne suis pas du tout assez experte sur le sujet, je pense, Alors, Léa nous dit que l'EVRAS est obligatoire dans toutes les écoles, théoriquement. Okay. Mais est-ce que c'est… Donc, l'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pour celles qui ne savent pas. Chaque direction est équipée… chaque direction et équipe éducative doivent mettre en place un projet et des actions dans ce cadre. Est-ce pourtant respecté dans la réalité? Je pense que du coup, Lucie, Jacques, est-ce que tu es encore là? Et est-ce que tu as des souvenirs de secondaire et d'éducation sexuelle ou pas du tout? Oui, je suis toujours là. Et la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir étudié l'organe reproducteur en sciences, mais à part un schéma qui nous expliquait un peu, ça n'allait pas au-delà de ça et il manquait plein de choses, même sur le schéma. Donc, enfin, voilà. Oui, il y en a plusieurs autres. Hein. Donc ici, on est quoi? On est 4-5 de la même école secondaire. On n'a pas eu d'EVRAS. Hein. On n'a pas eu d'EVRAS. Et en 2012, on était encore en secondaire. On y était jusqu'en 2016. Donc, il n'y a rien eu. Et ça a donné lieu quand même à des situations vraiment catastrophiques où, en fait, il y a des filles de nos classes, dont on ne citera pas le nom, qui ont eu très peur et ont dû acheter des pilules du lendemain, mais ne savaient pas comment on faisait pour ne pas être enceinte, ne savaient pas comment ça fonctionnait, ne savaient pas que la pilule, c'est important, etc. Et donc, il y a eu des situations assez catastrophiques. Et le climax, ça a été une jeune fille dans notre école qui a 15 ans, il me semble qu'elle avait 15 ans, est tombée enceinte et a dû arrêter l'école, en fait. Hein. C'était vraiment dramatique. Donc, de l'EVRAS, nous, on n'en a pas eu. Et je veux bien croire que théoriquement, c'est obligatoire depuis 2012, mais dans la pratique, je pense que ce serait une piste de réflexion, c'est de la rendre vraiment obligatoire. Le problème, c'est qu'effectivement, malgré le fait qu'il y ait des lois
qui a un État avec assez d'argent et de temps pour aller checker que dans toutes les écoles, les programmes sont respectés, franchement. Enfin, non, c'est catastrophique. Enfin, je sais qu'en France, il y a des chiffres là-dessus. Il me semble que c'est de l'ordre, c'est 2/3 des écoles qui ne respectent pas le programme, quoi, enfin, sur l'éducation sexuelle. Et je pense que rien que ça, il pourrait y avoir des pistes, en fait, juste pour ouvrir la réflexion sur la parentalité, qui déjà, juste de dire aux gens qu'elle est non obligatoire, quoi. Juste ça, quoi. Sans dire qu'il faut s'en soustraire si on veut avoir une vie épanouie en tant que femme parce que ce serait aliénant. Non, pas du tout. Et moi, c'est même pas mon propos, hein. Je pense que c'est pas antiféministe d'être maman, mais en tout cas, juste d'ouvrir des pistes, ça peut être super chouette, quoi. Et malheureusement, ouais, si déjà on voit que c'est pas appliqué des cours alors que c'est dans la loi, voilà. Pauline, tu veux intervenir? Juste pour compléter ce que disait Léa, donc effectivement, les bras, c'est obligatoire, mais c'est un peu au bon vouloir des directeurs, c'est-à-dire que mettre une affiche dans le couloir, c'est de l'Evras, quoi, par exemple. Super. Inviter, je sais pas qui, d'un truc anti-choix, venir parler de qu'est-ce que c'est l'amour et enfin, voilà, ça c'est de l'Evras. Enfin, voilà. Parce que, en fait, le décret n'explique pas du tout en quelle mesure ça doit être mis en place, comme dit Pauline. Ils peuvent très bien faire valoir le prof de sciences qui a pris 2 heures pour voir les appareils génitaux et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait des phrases, quoi. Même si le protocole balise un peu les thématiques à aborder. Et je vais d'aller vérifier grossesse et avortement, ils sont, mais pas parentalité. Pour toi, voilà, je vais d'aller checker. Bah, là, ça reste très incomplet, quoi. Et de fait, c'est pas du tout respecté. Et en plus, ce que dit Pauline, c'est hyper intéressant. Dans le sens, je parlais tout à l'heure des lobbies, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant que dans les écoles de leurs enfants, il y a des lobbies qui viennent. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu, c'était l'école de ma petite sœur, il y a eu un lobby de la viande. Alors moi, je suis végétarienne, donc c'est une question qui me touche beaucoup. Lobby de la... Non, c'était pas de la viande, pardon. Lobby des produits laitiers. En disant que voilà, il fallait manger un yaourt matin, midi et soir, enfin vraiment, mais du bourrage de crâne. Donc ma sœur à l'époque avait 12 ans, donc enfin très jeune, quoi, vraiment, en disant qu'il fallait manger le petit bout de fromage le soir, un produit laitier le matin, etc. Enfin tout l'aïeul sur les os. Alors que maintenant, il y a plein d'études qui montrent que juste les produits laitiers, surtout quand on est une femme, c'est une incidence avec le cancer du sein, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Et t'es là, il y a encore des lobbies qui viennent dans les écoles pour parler des enfants de ça. Donc clairement, des lobbies anti-IVG, il doit y en avoir aussi qui viennent dans les écoles, ça m'étonnerait même pas, quoi. Mais ouais. Mais moi, je sais que, comme le disait Sophia au tout début, je sors un livre donc, dans 3 semaines qui s'appelle Sans honte. Et en fait, j'ai fait la démarche en me disant, OK, on verra bien. J'ai pris plein de mails d'écoles, on va dire, pour baliser entre 12 et 18 ans, quoi, en écrivant à la direction, en disant, écoutez, j'ai sorti ce livre-là, est-ce que ça vous intéresse que je vienne le présenter dans votre école, quoi? En disant, voilà, en plus, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc, et avec des gens qui ont entre 15 et 35 ans qui me suivent, donc je peux avoir un discours qui est assez friendly, quoi. Donc les gens se disent, elle est sur Instagram, tu vois, ça peut être plus simple que ton vieux prof de sciences à qui tu n'as pas du tout envie de parler ce genre de truc. Et donc voilà, je verrai si j'aurai des réponses peut-être, mais je me dis que ça peut être le genre d'initiative qui peut-être peut fonctionner. Et pourquoi pas, je ne vais pas faire du bourrage de crâne en disant arrêtez de faire des enfants, juste répondre à des questions et donner en fait des bases sur plein de choses, quoi. Donc on verra bien. Alors, Claudine nous dit dans le chat, la solidarité entre les child-free et la lutte pour l'accès à la contraception est importante. La classe ouvrière non catholique a pratiqué la politique de l'enfant unique pour permettre l'ascension sociale. Alors, il faut que tu nous développes ça parce que c'est une magnifique phrase, Claudine. Ouais. Il faut que tu nous en parles. Depuis la fin du 19e siècle, dans la classe ouvrière, en tout cas occidentale, il y a vraiment eu un savoir d'IVG et de contraception, un savoir populaire qui se répandait dans les familles et avec le choix stratégique de ne faire qu'un enfant pour lui permettre d'aller à l'école et d'avoir un bon poste, comme on disait, une bonne place. Et je cherche, ça s'appelait, ça portait un nom, mais j'ai oublié, c'était en France et en Belgique. Et évidemment, comme une partie de la classe ouvrière était catholique, là, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est important aujourd'hui aussi de savoir que quand on parle d'allocation familiale, vous allez me dire que c'est un petit peu périphérique comme sujet, mais on dit toujours, si on diminue
le montant des allocations familiales, c'est les familles pauvres qui vont en souffrir. Et si on regarde aujourd'hui quelles sont les familles qui ont le plus d'enfants, c'est les familles avec un niveau au-delà du 5e quintile, donc les gens qui ont déjà un bon revenu. Donc, on a des représentations et des constructions sociales sur les familles. Hein. C'est clair. C'est vrai qu'on aura l'impression de se dire que c'est des gens qui sont plutôt pauvres, qui n'ont pas une grande éducation que sur la contraception, et du coup, elles tombent enceintes parce qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne. Aussi. C'est vrai que ça, c'est un gros cliché qu'on peut avoir là-dessus. Ben ouais, et je pense que ça rejoint, mais on peut digresser sur plein de sujets avec cette thématique. C'est ça qui est génial, en fait. J'adore parler de ça à chaque fois avec plein de gens parce que, en vrai, on peut en parler pendant 1000 ans, quoi. Mais c'est vrai que ça rejoint vachement le débat actuel qu'il y a en France, notamment sur la loi sur les séparatismes qui voudrait du coup supprimer l'instruction en famille, l'IEF. Parce que, en gros, c'est stigmatisé sur les mosquées et les personnes de confession musulmane, alors qu'en fait, on n'a jamais pointé du doigt tout le lobby catholique, en fait, qui est hyper présent en France, quoi. Mais ça, en France, on n'en a pas parlé parce que, non, tout va bien. Et c'est hyper intéressant. Enfin, vraiment, moi, je l'ai tout de suite relié à ça quand Claudine a parlé de ça. C'est fou, quoi. Parce qu'on veut... Enfin, oui, c'est plus simple d'orienter le débat et de créer des représentations qui sont parfois complètement éloignées de la réalité, tout à fait. Ouais. Pauline, est-ce que tu as oublié de baisser ta main ou est-ce que tu veux de nouveau intervenir? Non, je voulais juste rebondir sur ce que Claudine disait. Donc, effectivement, moi, j'ai entendu une enquête qui a été faite pendant le premier confinement en Belgique par un journaliste sur un soi-disant, est-ce qu'il y aurait eu un baby boom à la suite de ce premier confinement en Belgique. Et en fait, on se rend compte, le journaliste a mené son enquête, il a été voir les différents hôpitaux en Belgique et il s'est rendu compte qu'en fait, ce baby boom n'existait que dans les classes moyennes et hautes, quoi. Donc, plutôt privilégiées. Et donc, en fait, c'était tout à fait faux de dire qu'il y a eu un baby boom de manière générale, puisque ça concernait qu'une certaine classe sociale. Et donc, ça va aussi un petit peu avec ce que Claudine disait, qu'on a cette idée que les familles nombreuses sont plus dans les familles précaires, alors que pas nécessairement. Trop intéressant. Il y a eu plein d'articles là-dessus sur le fameux baby-boom qui arriverait parce que les gens étaient chez eux. Sauf qu'en fait, c'est vachement classiste aussi de parler de ça, en mode, le nombre de gens qui ont perdu leur emploi ou juste complètement, juste le revenu a complètement diminué ou changé. Je pense qu'effectivement, le fait de faire un enfant, c'est peut-être pas ta priorité en ce moment, quoi, clairement. C'est clair que, bon. Ouais. Tout à fait. Candice, on t'écoute? Bien, outre l'accès à la contraception et à l'éducation sexuelle et tout ça, il y a aussi, je pense, un argument très important, et ça qui vraiment traverse toutes les couches sociales, c'est celle de la survalorisation de la maternité aussi. Et on a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui, le courant Reclaim dans l'écoféminisme. C'est clair, et le fait qu'en Allemagne, ça vient du livre de Badinter, ça, je crois, le conflit, la femme et la mère, quand on étudie les différences de natalité, avec l'espèce de paradoxe français qui veut que c'est peut-être la France n'est pas le pays au monde qui a les meilleures politiques natalistes, et pourtant en Europe, c'est un des plus hauts taux de fécondité, alors que pourtant, il y a le droit à l'IVG, il y a la contraception et tout ça, donc tout son bouquin parle de ça, c'est très intéressant. Et elle évoquait justement que dans les pays où l'image de la mère est la plus prégnante dans la culture, la Mutter allemande, la mère japonaise et tout ça, ou la mama italienne, c'est dans ces pays-là que la baisse de la natalité est la plus flagrante, particulièrement dans les classes les plus féminines, les plus éduquées. Et c'est clair qu'il y a un peu... moi, j'ai 41 ans, ça commence un petit peu à changer maintenant, mais j'ai l'impression que ma génération à moi, elle est restée dans cette idée, OK, en fait, vous devez choisir entre votre carrière professionnelle, artistique, et votre vie de famille. Et moi, clairement, je m'inscris là-dedans. Je n'étais pas philosophiquement opposée au fait d'avoir des enfants. C'est juste que je n'ai pas rencontré de compagnon dans ma vie où je me suis dit, si je fais un enfant avec lui, les tâches seront équitablement partagées. Et il y a aussi cette question-là. Donc, d'un côté, il y a une survalorisation de la figure maternelle
Et à contrario, et peut-être je dirais pas une infériorisation, mais en tout cas, on ne met pas sur le même plan une femme qui fait une carrière et une femme qui fait des enfants, alors que les deux choix sont tout aussi estimables et respectables à partir du moment où la femme est en accord avec ce qu'elle veut vraiment. Et je ne pense pas que ce soit uniquement des questions d'accès à l'éducation sexuelle qui est très accessible aujourd'hui grâce à Internet et aux réseaux sociaux, aux programmes dans les écoles ou à la contraception. Je pense qu'il y a vraiment toutes ces constructions sociales, psychologiques, plus ou moins conscientes, qui nous traversent toutes, en fait. C'est clair. Bettina, je pense que l'intervention de Candice, elle va permettre de rebondir sur la dernière thématique du livre qu'on n'a pas abordée, c'est-à-dire la carrière et le féminisme, non-féminisme. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, ce que dit Candice, c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, maintenant, en tant que femme ou personne perçue comme femme dans la société, tu as deux choix, c'est soit faire des enfants, soit faire carrière. Mais en fait, c'est comme s'il fallait vraiment choisir entre un des deux. Et moi, je mets toujours un point d'honneur à dire que je ne suis pas carriériste et qu'en plus, je ne veux pas d'enfants. Parce que vraiment, je trouve qu'il y a aussi il y a une espèce de récupération capitaliste. Alors vraiment, il y a plein de gens qui vont dire que j'insiste vraiment beaucoup sur le capitalisme, mais c'est un peu le nerf de la guerre pour tous les systèmes de domination dans lesquels on évolue, quoi. Et de se dire, ok, si elles ne veulent pas faire d'enfants, il faut au moins qu'elles servent à quelque chose au niveau productivité quand même. Parce que sinon, voilà. Et c'est vrai que c'est hyper dur de se soustraire aux deux, quoi. Et moi, vraiment, je dis toujours, moi, mon but, c'est pas de faire une grande carrière. Je suis freelance depuis pas longtemps, à temps plein, quoi. Et si toute ma vie, je gagne un tout petit salaire, mais qu'en fait, je fais ce qui m'anime, c'est-à-dire parler de ces sujets-là comme on est en train de le faire ce soir et pouvoir écrire des articles qui font se poser des questions aux gens, mais en fait, j'aurais réussi ma vie et ça n'a rien de compatible avec tout ce que les gens imaginent de réussir sa vie, quoi. Donc, je pense que là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à déconstruire. Enfin, moi, j'aspire à changer de pays tous les 2 ans. Les gens me disent, mais quand est-ce que tu vas enfin te poser? J'en parle un peu dans le livre parce que je bouge tout le temps, partout, parce que j'ai juste une manière de vivre qui est très électron libre et ça me va très bien, quoi. Et c'est vrai que c'est assez mal perçu, quoi. Comme si, fallait quand même... Enfin, en fait, juste, je pense qu'il faut se défaire de l'idée de réussir sa vie, quoi. C'est con, mais en fait, on s'en... d'un point de vue, en tout cas, de ce qui est attendu des normes sociales, quoi. De réussir sa vie soit avec un enfant, soit avec un bon métier, c'est vraiment... Oui, le capitalisme patriarcal, j'ai trop envie de le lire, effectivement. Très, très bonne Il est référence. disponible chez Tropisme à 11 €. Voilà, je l'ai acheté la semaine passée. Ah ouais, j'ai trop envie de le lire. Il a l'air ouf. Mais je pense qu'il va terminer de me radicaliser sur beaucoup de sujets. Donc c'est fou, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça que j'en parle dans le livre, mais vraiment, il y a 2 ans et demi, ma pensée n'était pas du tout aussi poussée sur beaucoup de sujets. Donc, je pense que... ça fait longtemps que je n'ai pas relu l'essai que j'ai écrit, mais à mon avis... je ne suis pas aussi virulente dans l'essai quand je parle de la carrière, quoi. Mais en tout cas, c'est l'idée un peu que je voulais aborder, quoi. Moi, j'avais une dernière question. Après, libre aux autres personnes d'en poser encore d'autres. Mais voilà, moi, j'en ai une dernière. Qu'est-ce qu'on pense de cette ambivalence et même ce paradoxe qu'il y a à donner l'injonction aux femmes d'être mères dans la société et en même temps leur fermer absolument toutes les portes de l'ascension sociale si elles sont mères. Je m'explique. La question interdite en entretien d'embauche, d'ailleurs, je rappelle les droits à toutes celles qui ne savent pas, mais on n'a pas le droit de vous demander si vous voulez des enfants pendant un entretien d'embauche. C'est totalement illégal. Dénoncez si jamais ça vous arrive. Donc cette question où on dit, voilà, est-ce que ici on vous signait pour un CDI, mais est-ce que vous comptez avoir des enfants? Et en général, quand on répond oui, on n'a pas le job. C'est quand même assez simple et assez expéditif et ça mène à des femmes minoritaires au niveau des postes à haute responsabilité en Belgique et en Europe en fait en général et ça mène également à des inégalités salariales que les patrons justifient entre autres par le fait qu'il y aura des absences prolongées, des congés de maternité et que donc on compense en payant moins les femmes que les hommes pour un métier équivalent et des prestations équivalentes. Du coup, quid de cette société qui nous dit faites des enfants, mais en même temps faites des enfants, restez à la maison parce que travailler c'est pas pour vous. Le patriarcat, c'est la réponse à tout, non? Non, mais je veux dire, il y a quand même un moyen très simple et vraiment quand tu vois, encore une fois, il me semble que
les inégalités en Belgique sont flagrantes et elles le sont aussi en France. Enfin, pareil, je suis désolée à chaque fois de mettre des références françaises, mais comme j'ai un peu construit ma pensée en France à la base là-dessus, je veux dire, donc je reprends ma phrase depuis le début, il y a quand même un moyen très simple de changer ça, c'est le congé parental égal pour les 2 personnes qui font l'enfant. Enfin, je veux dire, dans les pays nordiques, c'est comme ça depuis des années. Il me semble que la Suède, ça fait 20 ans que c'est un congé, donc le mot n'est pas genré. Donc, c'est un congé parentalité qui est à partager entre les 2 parents de manière égale et c'est obligatoire pour les 2 parents à durée égale, quoi. Donc, c'est-à-dire que si le père prend 4 mois, la mère doit prendre 4 mois et c'est comme ça. Et en fait, du coup, c'est con, mais quand on voit à quel point les gens sont réfractaires là-dessus, que là, nous, en gros, en juillet 2021, en France, ça y est, le congé pour les papas passe à 28 jours, mais il n'y a que 14 jours qui sont obligatoires, alors que maintenant, là, à l'heure actuelle, c'est 11 jours obligatoires. Tu te dis, mais putain, mais on avance à quelle vitesse, quoi. Alors que c'était quand même l'occasion OK, il y a un projet de loi, allons-y, tu vois, autant le mettre à égalité entre les 2 parents, quoi. Et l'opposition gravissime du Sénat français par rapport à cet allongement du congé de paternité. C'était catastrophique. De détente, les sénateurs qui ont quand même une moyenne d'âge de, je pense que c'est 72 ans, donc c'est très très vieux, étaient dans les couloirs de l'Assemblée, voilà, et disaient textuellement dans le micro des journalistes, non, mais on ne va pas allonger le congé de paternité alors que c'est l'homme qui doit ramener la nourriture et l'argent à la maison. Voilà. Donc du coup, à part vieux monde patriarcal d'hommes blancs hétéros, voilà, j'ai pas d'autre réponse. Mais ouais, c'est fou, hein. Et tu te dis, mais c'est pour ça que je pense qu'il va falloir encore certainement plusieurs générations pour qu'on arrive à égalité là-dessus. Mais cette égalité du congé parentalité, il amènera plein d'autres égalités, puisqu'il n'y aura plus de raison de discriminer sur le genre à l'embauche, puisque du coup, il n'y aura plus de raison que plus de femmes partent en emploi, en temps partiel, parce qu'on est une majorité, le temps partiel, c'est une majorité de femmes. Je crois que Belgique et France et Suisse, c'est des chiffres similaires, c'est presque 80% des temps partiels. En Belgique, c'est 72% de temps partiel pour les femmes, ouais. Voilà, et ça réglera ce problème-là, ça réglera le plafond de verre, parce que du coup, en fait, pourquoi on donnerait plus la promotion aux hommes qu'aux femmes? Non, parce que les 2 vont partir en congé en parentalité. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre pour plein d'inégalités qui sont dans le monde professionnel, quoi. Mais du coup, la manière qu'ils ont de la refuser était là, mais c'est vraiment s'ancrer à ces privilèges comme ça. Moi, je trouve ça passionnant de voir ça, de se dire, mais ils savent que ça va tomber, en fait, que c'est vraiment à 2 doigts de se casser la gueule, leur monde de privilèges, et que quand même, il faut s'y accrocher un petit peu, un petit peu plus longtemps. Alors moi, Bettina, je n'ai plus de questions, mais du coup, il nous reste un petit quart d'heure avant de finir cet entretien. Et donc, je vais laisser la parole à absolument tout le monde. Si vous souhaitez poser une question à Bettina ou même partager une réflexion ou une anecdote, sachez qu'ici, on va appeler ça un safe space parce que ça en est un. Donc voilà, si vous avez des souvenirs qui vous reviennent en tête de moments où vous avez été confronté à votre... soit l'essentialisation de votre corps par rapport au fait que vous êtes une femme et que vous devez avoir des enfants, soit de vos doutes, ou si vous avez simplement des questions que vous voulez soumettre aux autres pour continuer la discussion, eh bien, c'est le moment, c'est l'instant. Et on va commencer par Pauline. Bon, désolée, j'arrête pas d'intervenir, j'espère. Non, mais c'est très bien, merci Pauline. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui me parle à fond. Mais justement, hier, j'ai remplacé une collègue à moi et en fait, je l'ai remplacée parce qu'elle devait aller elle devait accompagner son fils qui se faisait opérer. Et c'est marrant, je me suis fait la réflexion en me disant, waouh, elle doit prendre congé même pas pour elle, quoi. Et je me dis, mais je n'ai pas du tout envie de ça, moi. Et en fait, ça va un peu aussi avec toute une réflexion que j'ai avec, en tout cas, pas mal de personnes de ma génération où on re-questionne très fort le temps plein et où on se dit, tiens, en fait, j'ai pas envie de... un peu comme tu disais, Bettina, c'est pas parce que je ferai le choix de pas d'enfant que j'ai envie de travailler comme une tarée. J'ai envie que ce temps libre, je le profite à autre chose qu'à m'occuper de moi, en fait. Et je me dis, mais tiens, et moi-même, je dois combattre avec mes démons parce que moi-même, à ce moment-là, je me suis dit, merde, alors c'est un peu égoïste, en fait. J'ai envie de m'occuper de moi et en même temps, je suis le genre de personne qui n'a pas envie de prendre congé pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est égoïste? Enfin, voilà, c'est ma petite réflexion. Ouais, mais c'est vrai que c'est une très bonne réflexion sur le fait qu'il y a beaucoup de remises en question en fait, du modèle de travail qu'on a instauré. Hein. Encore une fois, par le capitalisme. Enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup avec ma mère, donc, qui est à la retraite dans 2 ans.
Et elle me dit, mais j'ai l'impression d'avoir subi en fait le modèle dans lequel j'ai évolué et que, bon, elle a de la chance, elle est en bonne santé, tout ça, donc elle aura 63 ans quand elle sera à la retraite. Donc ça va, elle pourra faire plein de choses. Mais tu te dis, mais c'est quand même un truc de fou, en fait, ce modèle qu'on a réussi à créer d'aliénation, de travail, en fait, toute ta journée, toute ta semaine, pour laisser de côté, comme tu dis, des passions ou juste du temps pour soi, pour s'informer, pour voir des gens, pour voyager, pour lire, n'importe. Enfin, on s'en fout, mais c'est quand même, c'est un peu tragique, hein, je trouve mais bon. Mais et pour développer d'autres relations développer d'autres relations qui sont hors le couple, hors la famille, en fait. Juste bien sûr, ouais. Prendre soin des autres. Enfin, moi, j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps à prendre soin de mes amis, par exemple. Et c'est quelque chose que j'adore et c'est un truc qui n'est pas du tout reconnu, quoi. Non, c'est clair. Ouais, c'est pas valable dans la société. Hein. L'amitié n'est pas du tout quelque chose de reconnu, c'est vrai. C'est vraiment bizarre. Merci, pour terminer là-dessus, je vous recommande le podcast Le cœur sur la table. Super intéressant. J'avais une petite anecdote aussi, parce que j'ai eu un rappel à l'ordre assez violent il y a quelques mois. Parce que, comme Sophia disait aussi, moi, depuis toujours, je dis que je ne veux pas d'enfants. La plupart de mon entourage le sait. Et, tout ça. Et du coup, j'ai tendance un peu à normaliser ça et me dire, ah bah, la société évolue, les gens sont ouverts d'esprit, cool, quoi, c'est chill. Et on s'est séparés avec mon copain il y a 2 mois et demi, notamment parce qu'il avait changé d'avis et que finalement il voulait des enfants. Et vu que moi je suis presque sûre de ne pas en avoir et qu'il a 27 ans, bah, il faut qu'il trouve une génitrice le plus rapidement possible. Et du coup, donc ça c'est, voilà, il y a eu d'autres trucs, mais voilà. Le terme de génitrice est affreux, je suis désolée, hein, mais comme si on était réduite à juste être... Il m'a vraiment dit, écoute, je vais avoir bientôt 30 ans et vu que toi t'es pas sûre, voilà, moi il faut que je commence à réfléchir un peu à mon futur, quoi. Et du coup, je m'entendais très, très bien avec sa maman, comme mon ex-belle-mère. Et du coup, quand on se sépare, je lui envoie un petit message quand même pour lui dire bah, merci de m'avoir accueilli dans votre famille, merci pour tout, etc. Et elle me répond à ça, donc même pas un petit mot gentil ou quoi. Je suis vraiment triste que vous sépariez, je ne comprends pas. Qui va accepter ça, Léa? Genre vraiment c'était moi le problème et tu ne trouveras jamais quelqu'un qui acceptera toutes tes exigences, notamment le fait de ne pas avoir d'enfant. Genre vraiment je vais finir seule crever avec mes chats, quoi. Et alors venant de quelqu'un que je considérais comme faisant partie de ma famille, c'était ultra violent à recevoir et je ne m'y attendais pas du tout parce que elle avait eu toujours l'air pendant 1 an et demi super ouverte là, puis voilà, c'est fini. Maintenant, elle me rappelle qu'elle m'a dit tu sais que tu n'as qu'une seule chose à lui dire pour qu'il revienne. Je lui ai écrit ma fille, please, reviens, mais what? Wow. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Bon, désolée de finir sur une note négative, mais... Non, c'est négatif, mais c'est hyper alarmant. Donc, les filles, ouais. Si jamais vous êtes dans une relation où le mec ou la maman du mec vous dit il te suffit de claquer des doigts et dire je veux un enfant pour qu'il revienne, sachez que c'est une maman toxique. Cassez-vous. Clairement. Il y a Dia qui voulait intervenir. Oui, je vais rester un peu sur les anecdotes. J'en ai 3. Enfin, il y en a une qui m'a un peu choquée où en fait je suis en télétravail comme beaucoup de personnes en France et ailleurs. Et j'ai entendu dans les discours de télétravail parler de télétravail dégradé. Alors, c'est la première fois que j'entendais ça, mais télétravail dégradé, pourquoi? Pour les personnes ayant des enfants, parce que leur télétravail... forcément est impacté par les enfants qu'ils ont avec eux quand c'était ces confinements complets. Ça m'a un peu choqué, enfin, déjà le terme dégradé quand même, de se dire que voilà, il y a un impact négatif des enfants sur le travail au quotidien des parents, c'est un peu normal. Autre anecdote, quand j'ai passé un recrutement, on ne m'a pas demandé si je voulais avoir des enfants, mais par contre, on m'a demandé si j'en avais, pour ne pas être négative, et parce qu'en fait, c'était un poste pour en fait, aider une autre assistante commerciale qui, elle, avait des enfants et devait s'absenter.
Et en fait, je me suis souvent retrouvée au début de ce poste en fait, à m'adapter à ses horaires et ses vacances. Elle était prioritaire parce que moi, je n'avais pas d'enfant. Donc, en fait, je pouvais m'arranger, je n'avais pas de vie, quoi. Donc, c'était entre guillemets pas grave. Donc, au début, bon, voilà, j'étais jeune. Je ne trouvais pas ça forcément très embêtant. Mais c'est vrai qu'à la longue, me dire que, bon, bah voilà, en fait, ma vie valait moins que des personnes qui étaient parents. Et, dernière petite anecdote qui est un peu plus triste par rapport à ce qu'on parlait au départ. J'ai perdu mon père il y a 6 ans d'un cancer du pancréas. Mon père est mort seul à l'hôpital. Il avait 2 enfants, une femme. Donc voilà, il n'y a pas que les personnes seules qui devraient, vraisemblablement, c'est une espèce de stéréotype qui mourrait seul. Je pense que ça arrive à plein de personnes qui sont parents ou non-parents, ou on peut mourir chez soi, dans son lit, à l'hôpital, dans un centre de gériatrie. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas une condamnation de personnes child-free. Ça, c'est ma perception et je l'ai vécu aussi. Enfin, je constate que voilà, il y a des personnes qui ont des parents, qui sont parents, qui sont enfants, et c'est pas nécessairement, ça n'indique pas leur futur par rapport à la mort, en tout cas face à la mort. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Déjà, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui veut intervenir ou donner une anecdote par rapport à sa maternité ou non-maternité? Candice. Moi, je voulais vous partager mes répliques et mes punchlines au cours des années quand j'avais des réflexions de ce genre-là. Ma première, j'en suis très fière parce que gros dîner de famille, 25 personnes, 25-30 personnes, mon cousin qui vient d'avoir son premier enfant, qui pose fièrement sa main sur le ventre de sa femme enceinte de leur deuxième et qui me dit devant tout le monde: et toi, Candice, c'est pour quand? Et c'est sorti tout seul et je lui ai répondu: écoute, Julien, j'ai d'autres ambitions dans la vie que de me servir de mon utérus. Ouh. Ça a été accueilli par il y avait des gens qui riaient. Et en fait, après ça, dans ma famille, en tout cas, on ne m'a plus jamais fait de remarques, en fait. Donc, ça a été très efficace comme... je devais avoir 28 ans, un truc comme ça les a bien calmés. Une deuxième qui rejoint un petit peu ce que Gia a dit, l'argument, oui, mais tu n'as pas peur de mourir seule. Je suis journaliste santé, j'ai travaillé pour des magazines de maisons de repos et je réponds... les maisons de repos et de soins, elles sont pleines de parents qui vieillissent et qui meurent seuls. Et là, la Covid a encore accentué ça. Donc, c'est un argument que ça ne tient pas la route parce que je pense que nous mourrons tous seuls au final. Donc, comme on est seuls, et voilà. L'argument, ça, je l'aime bien aussi, cette réplique-là. Ouais, mais une femme sans enfant, ce n'est pas une vraie femme. Moi, je réplique d'office. Donc, un homme sans enfant, ce n'est plus un homme. Voilà, en général, la personne ne sait pas trop quoi répondre et je suis très contente et fière de moi. C'est vrai qu'on ne dit jamais ça aux hommes. Non, mais ouais. Ça ramène. Parce que ce n'est pas du tout lié à la représentation masculine, en fait, quoi. Non. C'est clair. Non, et alors qu'il y a des hommes pour lesquels c'est super important d'être papa et c'est respectable et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes papas aujourd'hui qui revendiquent leur droit d'investir leur paternité, qui revendiquent d'avoir un congé paternité. Et je trouve ça super, quoi. On est d'accord. Et une petite dernière pour la route. Quand on me dit, mais allez, tu devrais vraiment faire, ou enfin, maintenant on me le dit moins parce que j'approche de la péremption, donc les gens n'osent plus trop. Mais à l'époque, on me disait, ouais, mais allez, vas-y, tu verras, c'est le plus grand bonheur de la vie. Et gna gna. Je dis, ok, ça va, je vais faire un enfant, mais si je change ta vie, je te l'apporte, d'accord? Et tu prends le relais. Et là, pareil, en général, ça coupe court et voilà. Des petites répliques qui sont parfois bien utiles, soit humoristiques, soit de retourner en fait
d'aller jusqu'au bout de l'argument qui en général est un argument un peu débile ou intrusif ou les deux, quoi. Voilà. Alors, il y a Audrey qui lève la main. Oui, non? Oui, si, je pense que c'est Audrey. Hein. Oui, voilà. Yes. On t'entend. Bonsoir tout le monde. En tout cas, merci pour la conversation qui était très, très intéressante. Et j'ai noté pas mal de références. Moi, j'ai une sorte d'anecdote et un peu une question. Est-ce que d'autres personnes ont déjà entendu ce genre d'anecdote-là? Mon père m'a dit une fois, en voulant expliquer qu'il était un peu blessé par mon choix de pas vouloir vraiment d'enfant, il m'a dit, c'est très flou pour moi aussi, mais il m'a dit quelque chose du genre, tu coupes le robinet que j'ai ouvert, comme si je ne continuais, comme si je ne continuais pas une lignée ou parce que lui est très très famille et petits-enfants et tout, et il m'a dit, voilà, tu coupes un peu le robinet que j'ai ouvert. Je sais pas si c'est beaucoup lié à la descendance. C'est affreux. C'est vachement lié au truc de perpétuer le nom de famille, la descendance, etc. Quoi. Enfin, c'est vraiment ce truc de propriété, en fait, encore une fois. Moi, j'y reviens tout le temps, mais ça, ce besoin de propriété, quoi. Se dire, je vais perpétuer ma lignée. Hein, c'est fou, quoi. Ouais, la question, moi, je pense qu'à ça, il faudrait peut-être réfléchir à une réponse de « Ok, je coupe un robinet, mais est-ce qu'il avait quelque chose encore à transmettre, en fait ?» Ou est-ce que ça s'arrête là? Parce que Bettina, tu abordes beaucoup le thème de la transmission dans le livre. En fait, on a peut-être soit rien à transmettre, soit d'autres moyens de transmettre que simplement faire un enfant, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Oui, complètement, ouais. Moi, je sais que, enfin, ouais, mais pour ça, je le mettrai aussi dans le mail récap. Il y a une sociologue qui s'appelle Edith Vallée qui a fait sa thèse dans les années 70 sur le non-désir d'enfant, qui dit qu'il y a plusieurs types de personnalités, justement, et qu'en fait, on transmet toutes à notre manière, quoi. Enfin, toutes et tous, d'ailleurs, à notre manière, quoi. Et que, moi, par exemple, je sais que je veux pas d'enfant, mais j'écris des livres et j'ai un compte Instagram sur lequel je passe ma vie à partager mes réflexions, et je pense que c'est une forme de transmission, quoi. Et après, je pense que, ouais, il y a aussi vachement une question d'ego, en fait, de se dire, de transmettre un truc immense derrière soi. Et moi, perso, à l'inverse, je suis plutôt dans le fait de me dire, moi, je veux qu'il reste le moins de choses possible de moi quand je disparaîtrai, en fait, d'un point de vue écologique, je veux dire, tu vois, enfin, je veux pas laisser d'empreinte, quoi. Enfin, vraiment, ce sera ma plus grande réussite, c'est de laisser le moins d'empreinte possible. Bon, c'est impossible, hein, parce qu'on vit dans un monde tellement polluant qu'on peut pas le faire, mais je vois pas en quoi c'est gratifiant de se dire on va laisser plein d'empreintes, c'est trop bien. Alors, il y a encore Lucie qui souhaite intervenir, et puis on va peut-être tout doucement se dire au revoir. Mais voilà, Lucie, je te laisse la parole. Oui, c'était juste par rapport à ce que ton papa a dit, etc. Moi, j'ai un peu enfin, c'est pas vraiment l'inverse, mais j'ai des frères et sœurs qui ont des enfants. Et donc, ma maman est grand-mère, et un sujet de débat et genre de problème dans la famille, c'est que mon frère et ma sœur reprochent à ma maman de ne pas vouloir garder les enfants, ou de ne pas demander pour garder les enfants d'elle-même, etc., ou de ne pas faire d'activité avec eux. Et en fait, je trouve ça dingue parce que c'est leur choix d'avoir fait des enfants, et des fois, j'ai l'impression qu'ils essaient de l'imposer à ma maman, et que c'est pas normal qu'elle ait sa vie, et qu'en plus, elle travaille plus, donc entre guillemets, elle a que ça à faire de s'occuper d'enfants qui ne sont pas les siens. Et je trouve ça un peu dingue. Et vraiment, ma soeur m'a déjà dit qu'elle avait l'impression que ma maman n'aimait pas ses petits-enfants parce qu'elle les gardait pas assez souvent, quoi. Ah, c'est dingue. Ouais. C'est hyper violent. Ouais, parce qu'on a toujours admis qu'en fait, les parents, quand ils deviennent grands-parents, c'est qu'ils vont forcément être gaga de leurs petits-enfants, alors qu'ils ont le droit de vivre leur vie, tu vois. Ils ont quand même passé une bonne partie de leur vie à s'occuper de leurs enfants. Je pense que franchement, il n'y a aucune obligation à s'occuper de ses petits-enfants. Et ouais, c'est chaud. Oui, c'est hyper intéressant. Oui, vraiment. Moi, ça me rend dingue. Mais... C'est fou, ouais. Ouais, comme si c'était un dû en plus, de se dire que comme tu as des parents, si toi-même tu fais des enfants, ils vont forcément s'en occuper. Enfin, c'est pas un dû du tout, quoi. Oui, il me semble qu'il n'y a pas de contrat social lié à ça, quoi, encore. Hein. Il me semble que c'est Slate qui a sorti un article, je pense que c'était en 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où
les grands-parents exprimaient leur ras-le-bol. En fait, ils se disaient, voilà, on n'est pas du babysit gratuit, on a aussi notre vie. Et ils exprimaient ça d'autant plus que les grands-parents sont de plus en plus jeunes, en fait, maintenant. En plus, ouais. Et donc, en fait, ils ont encore totalement l'envie de vivre leur life, de continuer leur travail, parce qu'il y en a qui sont pas encore à la pension et qui continuent à travailler, et qui ont juste pas envie de faire du babysit gratuit et d'être contraints dans leur mouvement et qui ne veulent pas être accrochés à des enfants qu'ils n'ont pas souhaité faire eux-mêmes. Ça, c'est souvent précisé dans cet article. Je vais essayer de le retrouver aussi. Je suis sûre que c'était Cyril, mais... Qui ajoute ça. Il y a eu des manifs en France de grand-mères qui refusaient ces pressions familiales de garder les petits-enfants. C'est génial. J'adore. Elles ont bien raison. Elles ont vraiment raison. Oui, c'est vraiment de la main-d'œuvre gratuite. Et ça, on en parle dans le capitalisme patriarcal, en fait, de nouveau. Je lisais ce livre. On explique que les femmes ont constitué de la main-d'œuvre gratuite depuis qu'on a compris qu'elles étaient bonnes à materner, en fait. Ah ouais. Et que ce soit les femmes ou les grands-mères, c'est pareil. C'est clair, complètement. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour raconter une anecdote? Sinon, ça fait 2 heures qu'on discute et le temps file à une vitesse incroyable quand on s'amuse si bien. Voilà. Alors, je ne vois pas de main levée. Donc, je vais simplement remercier Bettina du fond du cœur d'être venue parler avec nous et d'avoir été d'aussi bons conseils et de si bonnes paroles. Merci infiniment. Tu reviendras du coup l'année prochaine pour ton prochain livre au CAFEM, en vrai, en présentiel, tout à fait. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, de absolument tous les âges, toutes les contrées et de toutes les, je sais pas, classes sociales ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était super diversifié, c'était très intéressant. Merci à toutes. Je me répète, mais il n'y a pas de mec, donc merci à toutes d'être venues. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous renverrai demain le lien de l'enregistrement de ceci si vous souhaitez le réécouter pour réécouter simplement la discussion, pour recapter les références. Et dans la même lignée, Bettina m'enverra les références qu'elle a citées au fur et à mesure de l'entretien et je vous les transmettrai aussi. Voilà. Merci à toutes. Chouette et très bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, ouais. Au revoir. Bonne soirée.